Elle était vierge et innocente, et n'avait que 16 ans. Elle fut vendue sans le savoir, mise aux enchères par sa propre mère dans un silence absolu, et l'homme qui l'a achetée n'a jamais voulu la toucher. Mais avant de raconter cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et commentez d'où vous nous regardez. Poursuivons. Le soleil se couchait sur l'ancien manoir à Deauville, teintant les vitraux Art Nouveau d'un doré mélancolique qui semblait danser entre les rideaux de soie. Élodie observait la mer à travers la fenêtre de sa chambre, ses doigts délicats courant distraitement sur les touches muettes du piano qu'elle ne jouait jamais après la tombée de la nuit. Elle avait appris, au fil des ans, que sa mère préférait le silence aux heures où les ombres commençaient à s'allonger dans les couloirs de la maison. Le manoir des Dupont était comme une île particulière de temps figé, suspendue entre le luxe décadent de l'ancienne aristocratie française et les vagues impétueuses qui léchaient ses fondations. Là, Élodie avait grandi comme une orchidée rare, cultivée en environnement contrôlé, protégée même de la brise qui aurait pu la souiller. À 21 ans, sa beauté avait quelque chose d'éthéré, presque surnaturel, une peau de porcelaine qui n'avait jamais connu le soleil fort du littoral français, des cheveux noirs qui tombaient en vagues parfaitement disciplinés et des yeux d'un verre d'eau qui semblaient regarder tous les secrets de l'océan qu'elle contemplait quotidiennement, mais qu'elle n'avait jamais pu toucher. Élodie, la voix de sa mère, Camille, trancha le silence comme une lame d'argent. « C'est l'heure de ton thé. » Camille Dupont était une femme qui semblait avoir été sculptée dans le marbre, non seulement par sa beauté classique, mais par la froideur qui émanait de chaque geste méticuleusement calculé. Cet après-midi-là, comme tous les autres, elle était impeccablement vêtue d'un ensemble Chanel beige, ses bijoux discrets, mais visiblement coûteux, scintillant sous la lumière mourante du jour. « Oui, maman. » Élodie répondit automatiquement, abandonnant son poste d'observation près de la fenêtre. Le rituel du thé de 5 heures était sacré dans cette maison, une tradition que Camille maintenait avec la même ferveur avec laquelle elle préservait les meubles anciens et les secrets encore plus anciens qui habitaient ses murs. Dans le salon, la table était déjà dressée avec la porcelaine anglaise qui avait appartenu à la grand-mère d'Élodie. L'arôme de l'Earl Grey flottait dans l'air, se mêlant au parfum des roses blanches qui étaient religieusement remplacées chaque matin. Élodie s'assit avec la posture que des années de cours d'étiquette avaient sculptée dans sa colonne et dos droit, menton légèrement baissé, mains reposant doucement sur ses genoux. « J'ai reçu un appel intéressant aujourd'hui, » commença Camille, servant le thé avec des mouvements précis qui ne permettèrent pas qu'une seule goutte s'échappe dans la soucoupe. « De Madame Rousseau, de Paris. » Le nom fit tressaillir quelque chose à l'intérieur d'Élodie. Madame Rousseau était une figure presque mythique dans sa vie. Une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée personnellement, mais dont le nom était mentionné par sa mère avec une révérence qui frôlait le sacré. C'était la directrice d'une prestigieuse académie des arts à Paris, ou du moins c'était ce qu'Élodie avait toujours entendu dire. Elle organise un programme spécial pour jeunes talents, poursuivit Camille, ses yeux fixés sur sa tasse de thé comme si elle lisait un avenir dans les feuilles qui dansaient dans le liquide ambré. Un programme très exclusif, très select. Élodie sentit son cœur s'accélérer. De toute sa vie, elle n'était jamais sortie de France. Ses cours de français, piano, histoire de l'art et littérature avaient toujours eu lieu entre ses murs, avec des professeurs particuliers soigneusement sélectionnés par sa mère. L'idée de Paris, d'un monde au-delà de cet océan qu'elle observait tous les jours, fit parcourir une vague d'excitation dans son corps. « C'est une opportunité unique, » poursuivit Camille, levant finalement les yeux pour rencontrer ceux de sa fille. « Une chance de développer tes talents dans un environnement approprié. » Il y avait quelque chose dans le ton de sa mère qui fit hésiter Élodie. Des années de cohabitation avec Camille lui avaient appris à lire entre les lignes, à détecter les nuances les plus subtiles dans ses paroles soigneusement choisies. Il y avait une tension là, une urgence voilée, qui ne correspondait pas à la sérénité habituelle de sa mère. « Quand » commença Élodie, choisissant ses mots avec le même soin que sa mère. « Quand cela serait-il » ? « Dans 2 semaines, » répondit Camille, et pour la première fois cet après-midi, un sourire sincère toucha ses lèvres. « Tout est déjà arrangé, mon trésor. Tes billets, ton séjour, Madame Rousseau s'occupera personnellement de tout. » Le thé refroidissait dans les tasses, tandis que Camille
esquissait les contours de ce qui serait la première grande aventure dans la vie d'Élodie. Un appartement à Saint-Germain-des-Prés, des cours avec les meilleurs maîtres d'Europe, des présentations dans des salons exclusifs. C'était un rêve tissé de soie et de promesses, et Élodie se laissa envelopper par lui, ignorant la petite voix en son fort intérieur qui murmurait que quelque chose n'était pas tout à fait juste. Ce soir-là, tandis qu'elle emballait ses partitions favorites et les robes que sa mère avait insisté pour acheter spécialement pour l'occasion, Élodie ne pouvait imaginer que chaque vêtement, chaque partition, chaque petit objet personnel avait été choisi non seulement avec soin, mais avec un but très spécifique. Elle ne pouvait pas savoir qu'à des milliers de kilomètres de là, dans une galerie souterraine de Paris, son nom était déjà inscrit sur une liste très spéciale et sa photo, prise discrètement lors d'un des rares événements sociaux que sa mère lui avait permis de fréquenter, circulait déjà entre des mains puissantes et des yeux avides. Dans sa chambre, Élodie ouvrit la fenêtre et laissa la brise marine caresser son visage. La mer était agitée ce soir-là, ses vagues se brisant contre les rochers avec une force qui semblait vouloir lui raconter quelque chose. Mais elle ne savait pas encore écouter les avertissements de l'océan, tout comme elle ne savait pas lire les signes dans les mains tremblantes de sa mère lorsque celle-ci lui donna le baiser de bonne nuit. À l'étage inférieur, Camille Dupont s'asseyait dans son bureau privé, un verre de vin rouge intact devant elle. Avec des doigts, qui avaient perdu toute l'élégance habituelle, elle composait un numéro de téléphone international. Quand la ligne fut décrochée, sa voix sortit, ferme, mais avec un tremblement presque imperceptible. « C'est fait. Elle a accepté. » De l'autre côté de la ligne, Madame Rousseau sourit. La vente aux enchères de printemps promettait d'être exceptionnellement lucrative cette année. Et ainsi, tandis que la nuit avançait sur la côte française, les destins commençaient à s'entrelacer, tissant une toile de secrets, de désirs et de conséquences que personne, pas même Camille, avec toute sa planification méticuleuse, ne pouvait prévoir. La mer continuait sa chanson éternelle, ses vagues désormais témoins silencieux d'un jeu qui ne faisait que commencer. L'aéroport Charles de Gaulle pulsait avec une énergie différente ce matin de printemps. Parmi le flux constant de voyageurs, pressés et de touristes désorientés, Julien Mercier marchait avec la distinction naturelle de quelqu'un qui est habitué à commander les environnements. Son costume italien sur mesure et sa posture impeccable contrastaient avec le chic décontracté des Parisiens, le marquant comme quelqu'un qui n'avait pas besoin de s'efforcer pour se démarquer. Le pouvoir émanait naturellement de chacun, de ses gestes. À 39 ans, Julien portait le poids de son empire pharmaceutique, avec la même élégance qu'il portait son nom français. Ses yeux, d'un brun profond qui parfois semblait noir, gardèrent des histoires que peu osaient questionner. Le succès de ses entreprises était incontestable, tout comme sa réputation d'être un homme inaccessible, presque monastique dans sa dévotion au travail et son aversion pour la vie sociale parisienne. Son chauffeur l'attendait déjà dans la zone VIP avec une enveloppe brune dans les mains. Julien la prit sans dire un mot, glissant à l'intérieur de la Maybach, tandis que ses yeux parcoururent le contenu du document. Une seule photographie retenait son regard, l'image d'une jeune femme dans une robe bleu nuit, capturée lors d'un événement social en France. Il y avait quelque chose en elle qui le fit s'arrêter, quelque chose au-delà de la beauté évidente que la caméra avait capturée. « Élodie Dupont », il murmura le nom, laissant chaque syllabe danser sur sa langue. Le nom de famille évoqua un ancien souvenir, un écho de douleur qu'il tentait depuis longtemps d'oublier. Son téléphone vibra, un message de Madame Rousseau. « La vente aux enchères aura lieu ce soir. Votre présence est attendue. » Julien ferma les yeux un moment, laissant les souvenirs d'il y a 20 ans l'envahir. Une autre fille, une autre vente aux enchères, un autre temps. Léonie. Le nom qu'il ne permettait à personne de mentionner, la blessure qui ne s'était jamais complètement cicatrisée. Elle aussi avait été une invitée spéciale de Madame Rousseau, elle aussi avait été présentée comme un joyau rare dans l'une des infâmes ventes aux enchères de la société secrète qui contrôlait plus de pouvoir à Paris que n'importe. Quelle politique n'oserait l'admettre? La voiture glissait silencieusement dans les rues de Paris, mais Julien remarquait à peine la ville qui défilait par la fenêtre. Son esprit était pris dans une spirale de souvenirs. Léonie riant dans « Ses jardins en Provence », Léonie jouant du piano les nuits d'été, Léonie disparaissant sans laisser de traces après cette dernière dispute.
Le corps ne fut jamais retrouvé, seulement une lettre qu'il connaissait par cœur. Certains oiseaux n'ont pas été faits pour vivre en cage, même dorés. Monsieur, la voix du chauffeur le ramena au présent. Nous sommes arrivés. Les galeries Lafayette se dressaient majestueusement devant lui, leurs vitrines art nouveau reflétant la lumière de l'après-midi parisien. Mais ce n'était pas la zone commerciale qui l'intéressait. Julien se dirigea vers l'arrière du bâtiment, où une porte discrète menait à un ascenseur encore plus discret. Un code tapé, une vérification biométrique, et il commençait sa descente vers un monde que peu savaient exister sous les rues de Paris. Le salon souterrain était une étude en opulence contenue. Des lustres de cristal déversaient une lumière douce sur des murs revêtus de soie cramoisie, tandis que des serveurs en livrée circulaient silencieusement avec des coupes de champagne millésimées. Les présents, pas plus de 30 personnes, étaient la crème de la société européenne, industriels, aristocrates décadents, héritiers de fortunes trop anciennes pour être mentionnés en public. Julien, mon cher, Madame Rousseau, se matérialisa à ses côtés, son parfum coûteux la précédant comme un héros. Quel plaisir de vous avoir parmi nous à nouveau après si longtemps. Il s'inclina pour lui baiser la main, un geste qui appartenait plus au siècle passé qu'au présent. Madame, le plaisir est mien. J'ai vu que vous vous êtes intéressée à notre petite Française, continua-t-elle, ses yeux astucieux étudiant chaque micro-expression sur son visage. Je dois dire qu'elle me rappelle beaucoup, enfin, vous savez. Julien garda son visage impassible, mais ses doigts se contractèrent légèrement autour de la coupe de champagne. Chaque personne est unique, madame. Nous ne devrions pas faire de comparaison. Naturellement, elle rit, un son mélodieux qui n'atteignait pas ses yeux. Mais je dois vous avertir, l'enchère initiale sera substantielle. Sa mère, disons qu'elle connaît la valeur de ce qu'elle offre. La mention de la mère d'Élodie fit que quelque chose cliqua dans la mémoire de Julien. Camille. Le nom lui vint comme un murmure du passé. Il l'avait connue il y a 2 décennies, quand elle-même était l'une des présentations spéciales de Madame Rousseau. Il y avait quelque chose de perturbant et circulaire dans cette situation. Les lumières diminuèrent doucement, un signal que l'événement principal était sur le point de commencer. Julien trouva sa place au premier rang, des chaises disposées en demi-cercle devant une petite scène. Le programme dans ses mains listait les présentations de la soirée, des jeunes talentueuses du monde entier, chacune avec une compétence spéciale à exhiber. Musique, danse, poésie, des euphémismes élégants pour ce qui était réellement négocié ici, jeunesse, beauté, exclusivité. Quand Élodie apparut sur scène, l'air sembla quitter les poumons de Julien. La robe blanche qu'elle portait, volontairement simple, ne faisait qu'accentuer sa grâce naturelle. Ses doigts glissèrent sur les touches du piano avec une délicatesse qui parlait d'années de pratique, mais il y avait quelque chose de plus dans son interprétation de Chopin, une mélancolie profonde qui ne pouvait être enseignée. Julien observa chacun de ses mouvements, chaque respiration, chaque moment où elle fermait les yeux, perdue dans la musique. Ce n'était pas seulement sa ressemblance avec Léonie qui le perturbait, c'était quelque chose de plus profond, plus primitif. C'était comme si elle portait en elle toute l'innocence que le monde lui avait arrachée au fil des ans. Les enchères commencèrent discrètement, des chiffres murmurés aux oreilles d'assistants qui les transmettaient aux organisateurs. Julien resta silencieux, observant le jeu de pouvoir qui se déroulait autour de lui. Quand il fit finalement son enchère, ce fut avec un chiffre qui fit taire la salle. Personne n'osa surenchérir. Plus tard, alors qu'il signait les documents, dans une salle privée, Julien se retrouva à questionner ses propres motivations. Essayait-il de sauver Élodie du destin qu'il n'avait pu éviter pour Léonie? Ou répétait-il simplement un cycle pervers, devenant partie du système qu'il avait un jour juré de détruire? Les arrangements ont déjà été faits, informa Madame Rousseau lui glissant les papiers. La villa sur la Côte d'Azur est prête à la recevoir. Elle croit qu'elle participe à un programme culturel exclusif. Julien signa son nom avec le stylo plume qu'il portait toujours, un cadeau de Léonie. Elle ne doit pas savoir, pas encore. Naturellement, sourit Madame Rousseau, mais il y avait un avertissement dans ses yeux. Rappelez-vous simplement, mon cher, parfois quand nous essayons de protéger quelqu'un, nous finissons par devenir exactement ce que nous voulions éviter. Sortant de la galerie, souterraine,
Julien émergea dans un Paris qui semblait étrangement normal, presque surréaliste après les heures passées dans ce monde parallèle de luxe et de secrets. Son téléphone vibra à nouveau, un message avec la confirmation du virement bancaire. C'était officiel, il avait acheté une vie. Dans son appartement avec vue sur la Seine, Julien se servit un verre de whisky et marcha jusqu'à la fenêtre. La ville des Lumières brillait devant lui, indifférente au drame qui se déroulait dans ses entrailles. Quelque part en France, Élodie se préparait probablement pour sa grande aventure européenne, sans savoir que son destin avait été scellé ce soir-là par un homme qu'elle ne connaissait pas encore. « Qu'est-ce que je fais ?» murmura-t-il pour lui-même, observant le liquide ambré dans son verre. Mais il savait qu'il était trop tard pour faire marche arrière. Les dés avaient été jetés, et maintenant, il ne restait plus qu'à voir où il tomberait. La côte d'azur se déployait devant les yeux d'Élodie, comme une peinture qui prenait vie. La voiture serpentait sur la route côtière, chaque virage révélant une nouvelle vue à couper le souffle. Des falaises dramatiques plongeant dans la mer Méditerranée, des villages pittoresques accrochés aux pentes comme des nids d'oiseaux. Et le ciel, un bleu si intense qu'il semblait irréel après les semaines grises à Paris. Le voyage depuis la France avait été un tourbillon d'émotions et de découvertes. Madame Rousseau, avec son élégance calculée, avait personnellement supervisé son transfert du programme à Paris vers ce qu'elle appelait une retraite artistique sur la Côte d'Azur. Une opportunité unique, avait-elle dit, pour développer votre talent dans un environnement véritablement inspirant. Le chauffeur, un homme d'âge moyen au visage gentil et aux yeux expérimentés, ralentit finalement en approchant d'un portail en fer forgé qui semblait jaillir organiquement des rochers. « Villa des rêves », annonça-t-il avec un sourire, dans le rétroviseur. La propriété qui se révéla au-delà des portails fit retenir son souffle à Élodie. La villa, un majestueux édifice du XVIIIe siècle, s'élevait comme un joyau ancien contre le fond du ciel méditerranéen. Ses murs aux tons de terre cuite et d'ocre semblaient absorber la lumière du soleil couchant, créant un spectacle de couleurs qui rivalisait avec les plus beaux couchers de soleil de la côte normande. Des jardins en terrasse descendaient jusqu'à la mer, une cascade de bougainvilliers mauves et de jasmins blancs parfumant l'air de leur fragrance enivrante. Un escalier en pierre ancienne, poli par des siècles de pas, conduisait à l'entrée principale où une femme d'âge moyen attendait. Mademoiselle Dupont, la femme la salua avec un sourire chaleureux, son italien mêlé d'un léger accent, français qui fit immédiatement se sentir Élodie un peu plus chez elle. « Je suis Sophie, la gouvernante. Bienvenue à la Villa des rêves. » L'intérieur de la villa était une étude en élégance intemporelle. Des meubles anciens cohabitaient harmonieusement avec des pièces d'art contemporains, et chaque pièce semblait raconter sa propre histoire. Sophie la conduisit à travers des salons aux plafonds ornés de fresques, des bibliothèques tapissées de livres du sol au plafond, et finalement jusqu'à ses appartements privés, une suite au 2e étage avec vue sur la mer. « Monsieur, Mercier regrette de ne pouvoir être présent pour vous accueillir personnellement, » expliqua Sophie en ouvrant les portes du balcon, permettant à la brise marine d'entrer dans la chambre. Des affaires urgentes l'ont retenu à Lyon, mais il devrait être de retour dans quelques jours. Julien Mercier. Le nom du propriétaire de la villa et mécène du programme artistique avait été mentionné plusieurs fois depuis son arrivée en Europe, toujours enveloppé d'une aura de mystère. Élodie avait essayé de se renseigner sur lui sur Internet, mais les informations étaient étonnamment rares pour quelqu'un de sa position sociale. « Le piano est accordé et à votre disposition », continua Sophie, faisant un geste en direction de la salle de musique adjacente à la chambre. « Monsieur Mercier a été très précis à ce sujet. Il a dit que vous devriez vous sentir parfaitement à l'aise pour pratiquer à n'importe quelle heure. » Cette première nuit dans la villa fut comme un rêve fiévreux. Après le départ de Sophie, Élodie erra dans les pièces vides, ses pas résonnant sur les murs anciens. Le piano, un Steinway à queue noire et luisant, l'appelait comme une sirène. Ses doigts glissèrent sur les touches, testant, explorant, jusqu'à ce que, presque sans s'en rendre compte, elle se retrouve à jouer Chopin, le même nocturne qu'elle avait exécuté lors de cette étrange soirée à Paris. La musique coulait à travers elle, portant toutes les émotions qu'elle ne pouvait exprimer en mots, le mal du pays, l'excitation, de l'aventure, et une inquiétude indéfinissable qui l'accompagnait depuis qu'elle avait quitté la France.
Elle était si absorbée dans sa performance qu'elle ne remarqua pas immédiatement la présence silencieuse dans l'embrasure de la porte. Il était là, une grande silhouette imposante contre la lumière du couloir, l'observant avec une intensité qu'elle pouvait sentir même à distance. Quand ses doigts touchèrent à la dernière note, le silence qui suivit fut presque palpable. « Ne vous arrêtez pas pour moi. » Sa voix était profonde, avec un accent qui mélangeait français et italien d'une manière unique. « S'il vous plaît, continuez. » Élodie sentit son cœur sauter un battement. « Monsieur Mercier, je pensais que vous étiez à Lyon. » Il entra dans la pièce, la lumière de la lune à travers les fenêtres, révélant peu à peu ses traits. Cheveux sombres avec des fils gris aux tempes, mâchoire bien définie et des yeux qui semblaient déporter le poids du monde. « Les affaires se sont terminées plus tôt que prévu, » répondit-il, maintenant une distance respectueuse. « Et j'avoue que j'étais impatient de rencontrer notre nouvelle résidente. » Il y avait quelque chose dans sa présence qui rendait l'air plus dense, comme si l'environnement lui-même répondait à son autorité naturelle. Julien Mercier n'était pas seulement riche ou puissant. Il émanait une aura de mystère qui faisait penser Élodie au protagoniste des romans gothiques qu'elle lisait en cachette. « Votre interprétation de Chopin est intéressante, » commenta-t-il, s'approchant, du piano à pas mesurés. Vous jouez avec une mélancolie qui n'est pas commune chez quelqu'un de si jeune. Élodie sentit ses joues rougir. C'est peut-être le mal du pays. Un sourire énigmatique toucha les lèvres de Julien. Ah, le mal du pays. Les Italiens ont un mot similaire, nostalgia. Mais aucun d'eux ne capture vraiment la profondeur du sentiment, n'est-ce pas? Il se déplaça vers la fenêtre, son profil se découpant contre le ciel étoilé. Pendant un moment, il sembla perdu dans ses propres pensées, comme si la musique avait réveillé des souvenirs longtemps enterrés. « Demain, Sophie vous montrera les alentours, » dit-il finalement, se tournant vers elle. « La villa a beaucoup de secrets à révéler, et vous aurez tout le temps du monde pour les découvrir. » Il y avait quelque chose dans son ton, une note de regret, qui fit légèrement frissonner Élodie. « Vous resterez longtemps? »« Suffisamment, » répondit-il énigmatiquement. « Et s'il vous plaît, appelez-moi Julien, monsieur me fait sentir encore plus vieux que je ne le suis. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il était déjà à la porte. « Bonne nuit, Élodie. Bienvenue à la Villa des Rêves. » Et ainsi il partit, ne laissant derrière lui que l'écho de ses pas et un parfum subtil de santal et de cuir. Élodie resta assise au piano pendant longtemps, ses mains reposant silencieusement sur les touches, tandis que son esprit tentait de traiter la rencontre. Cette nuit-là, dans sa chambre, elle écrivit une longue lettre à sa mère, décrivant la villa, les jardins, et mentionnant brièvement son hôte mystérieux. Mais quand elle relut ces mots, elle réalisa qu'il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait pas exprimer adéquatement, une sensation qu'il y avait plus dans cette situation qu'elle ne pouvait voir à première vue. De l'autre côté de la villa, dans son bureau privé, Julien Mercier se servait une généreuse dose de whisky tout en observant la mer à travers sa fenêtre. Sur son bureau, un dossier contenait des documents qui ne devraient jamais tomber entre les mains d'Élodie. Contrat, virement bancaire et une photographie, non pas la récente de Paris, mais une ancienne, jaunie par le temps, montrant une jeune femme qui pourrait être la sœur d'Élodie. « Que dirais-tu si tu pouvais me voir maintenant, Léonie ?» murmura-t-il dans le silence de la nuit. « Suis-je en train de devenir exactement ce que tu craignais le plus ?» La mer n'offrit pas de réponse, seulement le son éternel des vagues se brisant contre les rochers en bas. Un rappel constant que certains secrets, comme la marée, ont leur propre façon de remonter à la surface, peu importe combien de temps ils restent submergés. Les jours à la Villa des Rêves prirent leur propre rythme, comme une valse lente qu'Élodie apprenait encore à danser. Les matins commençaient par le son des vagues et l'arôme du café fraîchement préparé que Sophie préparait dans la cuisine ancienne, où des carreaux peints à la main racontaient des histoires de saints et de marins. Les après-midi étaient consacrés à la musique, aux livres de la bibliothèque infinie, et aux découvertes que chaque nouvelle pièce de la villa offrait. Julien était une présence intermittente, comme un fantôme élégant, qui apparaissait et disparaissait sans avertissement. Parfois, Élodie le trouvait dans le jardin à l'aube, observant la mer avec une expression distante qui le faisait paraître encore plus inaccessible. D'autres fois, elle entendait ses pas dans les couloirs tard dans la nuit quand le reste de la maison dormait.
Ce fut lors d'un de ces après-midi d'exploration qu'Élodie découvrit le premier indice que quelque chose n'était pas tout à fait juste dans ce paradis français. Dans l'un des tiroirs du secrétaire de sa chambre, un meuble ancien aux sculptures délicates, elle trouva une enveloppe jaunie par le temps. À l'intérieur, une photographie en noir et blanc montrait une jeune femme au piano, son visage capturé dans un moment de pure concentration. Ce qui la fit s'arrêter ne fut pas seulement la ressemblance frappante entre elle et la jeune femme de la photo, mais la dédicace au verso. Pour Julien, parce que certaines mélodies ne devraient jamais être oubliées. Avec amour, Léonie. Je vois que vous avez trouvé mon petit secret. La voix de Julien la fit sursauter. Il se tenait à la porte, son expression un masque impénétrable. Je suis désolé, je ne devrais pas fouiller dans les choses, bégaya Élodie, ses doigts tenant toujours la photographie comme si elle pouvait brûler. Julien entra dans la chambre avec des pas délibérément lents, comme s'il approchait un animal effrayé. Ne vous excusez pas. Peut-être est-il temps que certaines vérités viennent au jour. Il prit la photographie des mains d'Élodie, ses doigts effleurant légèrement les siens dans le processus, un toucher qui envoya un frisson involontaire le long de sa colonne vertébrale. Léonie était spéciale, comme vous. Elle me ressemble tellement, murmura Élodie, observant comment les yeux de Julien ne quittaient jamais l'image dans ses mains. Oui, la ressemblance est troublante. Il leva finalement les yeux pour rencontrer les siens. C'est pour cela que vous êtes ici. Il y avait quelque chose dans son ton qui fit serrer le cœur d'Élodie. Qu'est-il arrivé à elle? Julien marcha jusqu'à la fenêtre, sa silhouette se découpant contre la lumière du soir. Elle a disparu, il y a 20 ans. Cette chambre, c'était la sienne. Le silence qui suivit était lourd d'implications non dites. Élodie sentit comme si le sol bougeait sous ses pieds, comme si chaque moment qu'elle avait passé dans cette chambre portait maintenant une nouvelle signification. « Pourquoi suis-je vraiment ici, Julien ?» demanda-t-elle, sa voix plus ferme, qu'elle ne l'espérait. Il se tourna pour la regarder en face, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontrée, Élodie vit une vulnérabilité réelle dans ses yeux. « Parce que quand j'ai vu votre photo à Paris, j'ai pensé que peut-être pourrais-je faire quelque chose de bien cette fois-ci. » « Ma photo à Paris ?» Élodie fronça les sourcils. « Mais je n'ai jamais... » La réalisation la frappa, comme un coup de poing dans l'estomac. Les souvenirs commencèrent à s'emboîter comme des pièces d'un puzzle macabre, le programme culturel suspicieusement exclusif, le transfert soudain vers la Côte d'Azur, les regards étranges que Madame Rousseau lui lançait pendant ses présentations à Paris. « J'ai été vendu !» Les mots sortirent comme un murmure horrifié. Julien ne répondit pas immédiatement, mais son silence fut une réponse suffisante. Quand il parla finalement, sa voix était chargée d'une émotion qu'elle ne pouvait pas déchiffrer complètement. Je ne pouvais pas laisser cela se reproduire, pas après Léonie. Élodie sentit ses jambes faiblir, et elle s'appuya contre le secrétaire. Toute sa vie dans le manoir au bord de la mer en France, tous les cours d'étiquette, de musique et de langue, tout avait été une préparation pour cela? Sa propre mère avait... Non, elle ne pouvait pas compléter cette pensée. « Qui êtes-vous vraiment ?» demanda-t-elle, surprise par le calme dans sa propre voix. « Quelqu'un qui a essayé de combattre le système de l'intérieur et qui a misérablement échoué, » répondit-il, passant la main dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Quelqu'un qui a perdu la femme qu'il aimait à cause de ce monde malade de ventes aux enchères et de contrats, et qui a passé les 20 dernières années à essayer de le démanteler. Et moi? Suis-je juste un substitut pour votre Léonie perdue? » La question sortit plus tranchante qu'elle ne l'avait voulu, chargée d'une blessure qu'elle ne savait pas qu'elle ressentait. Julien s'approcha d'elle, ses yeux fixés sur les siens avec une intensité presque douloureuse. « Non, vous êtes vous-même, Élodie, et c'est pourquoi c'est encore plus compliqué. » Il était proche maintenant, trop proche. Élodie pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, pouvait voir les petites lignes d'expression autour de ses yeux, pouvait sentir le parfum qui était devenu familier ces dernières semaines. « Vous pouvez partir si vous le souhaitez, » dit-il doucement. « Je peux organiser votre retour en France aujourd'hui même, mais avant, il y a quelque chose que vous devez savoir sur votre mère. » Élodie sentit son cœur s'arrêter un moment. « Ma mère ? Camille n'est pas seulement une participante à ce jeu, elle est l'une des architectes originales du système. Et Léonie était sa sœur cadette.
Le monde sembla tourner autour d'Élodie. Les murs de la villa, qui semblaient auparavant accueillants, semblaient maintenant se refermer sur elle. Chaque souvenir de son enfance isolée, chaque règle stricte de sa mère, chaque leçon de comportement, tout prit un sens nouveau et terrible. « J'ai besoin d'air », murmura-t-elle, s'éloignant de Julien et titubant vers le balcon. L'air du soir l'enveloppa comme une étreinte froide, mais même la brise de la mer ne pouvait calmer la tempête dans son esprit. Derrière elle, elle pouvait sentir Julien observer, attendre, peut-être se demander si elle suivrait les pas de Léonie et disparaîtrait dans la nuit. Mais Élodie n'était pas Léonie, et tandis que les étoiles commençaient à parsemer le ciel méditerranéen, elle fit une promesse silencieuse à elle-même. Elle découvrirait toute la vérité, peu importe à quel point cela ferait mal. Parce que certaines mélodies, comme Julien l'avait dit, ne doivent jamais être oubliées, même si elles sont jouées dans une tonalité mineure de tragédie et de rédemption. La nuit tombait sur la côte d'Azur comme un voile de soie noire parsemé d'étoiles. Élodie restait sur le balcon, ses mains agrippées à la balustrade de marbre, comme si c'était la seule chose l'empêchant de s'effondrer. Derrière elle, Julien maintenait une distance respectueuse, son silence chargé, de mots non dits. « Racontez-moi tout, dit-elle finalement, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Sur Léonie, sur ma mère, sur ce système. » Julien s'approcha lentement, se positionnant à côté d'elle sur le balcon. La mer en dessous d'eux rugissait doucement, comme un animal endormi. « C'est une longue histoire, et pas très belle. »« J'ai le temps, » répondit-elle, se tournant pour lui faire face, « et il est grand temps que quelqu'un me dise la vérité. » Il acquiesça, ses yeux fixés sur l'horizon sombre. « Tout a commencé il y a plus de 20 ans, quand votre mère n'avait que quelques années de plus que vous maintenant. Camille était différente alors. Elle avait des rêves, des ambitions qui allaient au-delà de ce que sa famille traditionnelle permettait. » Julien fit une pause, comme s'il organisait ses souvenirs. Elle a rencontré un homme, un industriel européen qui a promis de lui montrer le monde. Mais ce qu'il a vraiment fait, c'est l'introduire dans un cercle très spécifique, de la société européenne. Un monde où tout et tous a un prix. La vente aux enchères, murmura Élodie, le mot laissant un goût amer dans sa bouche. Oui, mais Camille n'a pas seulement été une participante passive, elle a vu une opportunité là où d'autres n'auraient vu que de l'exploitation. En quelques années, elle est devenue l'une des principales organisatrices, travaillant avec Madame Rousseau pour recruter des jeunes filles talentueuses. Et Léonie, ma tante, le mot sonnait étrange sur ses lèvres, une relation familiale qu'elle n'avait jamais su exister. Les yeux de Julien se fermèrent un moment, comme si le souvenir était trop physique à supporter. Léonie était l'idéaliste de la famille. Alors que Camille voyait le système comme une forme de pouvoir, Léonie le voyait pour ce qu'il était vraiment, une prison dorée. Elle a été offerte à l'une des ventes aux enchères, contre sa volonté. « Et vous l'avez achetée », compléta Élodie, les pièces s'assemblant dans son esprit. « Oui », admit-il, sa voix basse, « mais pas pour la raison que vous pourriez penser. J'essayais d'exposer le système, de rassembler des preuves, des noms, des documents. Léonie, elle est devenue mon alliée, et puis, vous êtes tombé amoureux, conclut-elle doucement. » Julien laissa échapper un rire sans humour. La vie a un sens de l'ironie particulier, n'est-ce pas? L'homme essayant de détruire le système finit par tomber amoureux de l'une de ses victimes. Nous avons prévu d'exposer tout, de détruire le réseau d'un seul coup, mais quelqu'un a découvert. Qu'est-il arrivé à elle? Officiellement, un accident de bateau. Le corps n'a jamais été retrouvé. Sa voix était chargée d'une ancienne douleur qui ne s'était jamais complètement cicatrisée. Mais j'ai trouvé ceci dans sa chambre le matin où elle a disparu. Il sortit un papier plié de la poche intérieure de sa veste, une lettre jaunie par le temps. Élodie la prit d'une main tremblante, ses yeux parcourant les mots écrits dans une calligraphie élégante. « Mon amour, certains oiseaux n'ont pas été faits pour vivre en cage, même dorés. Pardonne-moi de partir ainsi, mais c'est la seule façon. Ils ont découvert notre projet, nos plans. Si je reste, ils viendront aussi après toi. Continue à lutter. Continue à essayer de changer les choses de l'intérieur. Et un jour, peut-être, quand ce sera sûr, je reviendrai, avec tout mon amour, Léonie. Vous pensez qu'elle est encore en vie?
demanda Élodie, rendant la lettre avec soin. Je ne sais pas, répondit honnêtement Julien. J'ai passé des années à chercher, à suivre des pistes, des rumeurs. Mais Léonie, elle savait comment disparaître quand elle le voulait. Et ma mère, elle sait que je vous ai acheté aux enchères. Oui, en fait, c'est elle qui a orchestré tout cela. Il se tourna pour la regarder complètement. Camille ne m'a jamais pardonné ce qui est arrivé à Léonie. Je pense que d'une manière déformée, elle a vu cela comme une forme de vengeance. Me faire revivre tout à nouveau à travers vous. Élodie sentit une vague de nausée. Alors je ne suis qu'un pion dans un jeu de vengeance. Non, répondit fermement Julien, faisant un pas vers elle. Vous êtes bien plus que cela. Vous êtes la chance de faire quelque chose de bien cette fois, d'exposer tout, de mettre fin à ce système, une fois pour toutes. Comment ? Demanda-t-elle. Sa voix à peine un murmure. J'ai des preuves, des documents, des noms, des années d'enquête minutieuse, mais j'ai besoin de quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un qui puisse tout confirmer, quelqu'un qu'il ne soupçonnerait jamais. Ces yeux rencontrèrent les siens. Quelqu'un comme vous. Vous me demandez de trahir ma propre mère ? Je vous demande d'aider à libérer d'autres filles qui, comme vous, comme Léonie, sont préparées pour être vendues comme des marchandises de luxe. Le silence qui suivit était lourd du poids de la décision. Élodie regarda la mer sombre. En dessous, pensant à sa vie en France, aux leçons interminables d'étiquette, aux règles strictes, à l'isolement qui avait maintenant tant de sens. Elle pensa à Léonie, sa tante qu'elle n'avait jamais connue, qui avait choisi la liberté même si cela signifiait abandonner tout et tous ceux qu'elle aimait. « Si je vous aide, dit-elle finalement, je veux tout savoir. Chaque détail, chaque nom, chaque secret. Je ne veux pas être protégé de la vérité, peu importe à quel point elle fait mal. » Julien acquiesça lentement. « Vous êtes sûr ? Une fois que vous saurez tout, il n'y a pas de retour en arrière. » « Il n'y a plus de retour en arrière depuis le moment où j'ai trouvé cette photographie, » répondit-elle, une nouvelle détermination dans sa voix. « De plus, il semble que j'ai une tante à retrouver. » Un petit sourire toucha les lèvres de Julien, le premier sourire sincère qu'elle avait vu sur son visage. « Vous êtes plus forte qu'elle, vous savez. Léonie fuyait les problèmes. Vous les affrontez directement. Peut-être est-ce pour cela que je suis ici, » répondit Élodie, surprise par la vérité dans ses propres paroles. Non pas pour répéter son histoire, mais pour écrire la mienne. La nuit avançait, et avec elle, une nouvelle compréhension s'établissait entre eux deux. Ce n'était pas de l'amour, pas encore. C'était quelque chose de plus complexe, plus profond. Une alliance forgée dans des secrets partagés et des vérités douloureuses, un pacte scellé sous les étoiles de la Côte d'Azur. Et tandis que la mer continuait sa chanson éternelle, en dessous d'eux, Élodie fit une autre promesse silencieuse. Cette fois, l'histoire aurait une fin différente. Cette fois, les oiseaux ne s'échapperaient pas seulement de leur cage, ils les détruiraient complètement. Les jours qui suivirent à la Villa des Rêves prirent une nouvelle dimension de complexité. Pendant la journée, Élodie maintenait la façade de la jeune artiste dans sa retraite culturelle, pratiquant le piano, lisant dans la bibliothèque, se promenant dans les jardins sous le regard attentif de Sophie. Mais la nuit, quand la villa s'endormait, elle et Julien se retrouvaient dans son bureau, plongeant dans 2 décennies de secrets soigneusement documentés. Le bureau de Julien était un sanctuaire d'enquête méticuleuse. Des dossiers remplissaient des tiroirs anciens, des clés USB cachèrent des registres numérisés, et une carte sur le mur traçait des connexions entre noms et lieux avec des lignes rouges qui ressemblaient à des toiles d'araignée. Là, nuit après nuit, il révélait la véritable étendue du réseau qu'il avait passé des années à enquêter. Ce ne sont pas seulement les ventes aux enchères, expliquait Julien, étalant des documents sur son bureau en acajou. C'est tout un système d'influence et de pouvoir. Politiciens, hommes d'affaires, aristocrates, tous connectés par ce commerce obscur de jeunes vies. Élodie examina une liste de noms, reconnaissant certains des gros titres de journaux et de magazines mondains. Comment personne n'a jamais exposé cela? Certains ont essayé, répondit Julien, sa voix basse, journalistes, enquêteurs. Mais les preuves disparaissaient toujours, les témoins se rétractaient, les procès étaient mystérieusement classés. Un soir particulier, alors que la pluie battait les fenêtres de la villa, Julien révéla son archive la plus précieuse, un carnet de cuir marron, ses pages remplies de la calligraphie élégante de
Léonie. Elle documentait tout, expliqua-t-il, ses doigts caressant les pages avec révérence. Chaque réunion, chaque transaction, chaque secret murmuré dans des corridors dorés. Léonie avait un don pour faire confiance aux gens, leur faire révéler des choses qu'ils ne diraient jamais à personne d'autre. Élodie feuilleta le journal avec soin, absorbant les détails de la vie d'une tante qu'elle n'avait jamais connue. Léonie écrivait avec une clarté impressionnante, mais il y avait aussi une mélancolie profonde dans ses mots, un poids qui semblait croître à chaque page. Ici, Julien pointa vers une entrée spécifique. C'est la dernière chose qu'elle a écrite avant de disparaître. La page était datée d'il y a 20 ans, l'encre légèrement floue comme si des larmes étaient tombées dessus. J'ai découvert quelque chose aujourd'hui qui change tout. C n'est pas seulement une participante, elle est l'architecte d'une nouvelle phase du programme. Des jeunes sélectionnés depuis l'enfance, élevés spécifiquement pour être des œuvres d'art vivantes. Le projet pilote est déjà en cours. J'ai peine à croire que ma propre sœur, je dois faire quelque chose. J a les ressources, les contacts. Mais c'est trop dangereux de l'impliquer plus qu'il ne l'est déjà. Si quelque chose m'arrive, que ces pages servent de témoignage, et que Dieu me pardonne de ne pas avoir été assez forte pour empêcher cela avant. Élodie sentit son estomac se retourner. Le projet pilote. Elle parlait de moi, n'est-ce pas? Julien acquiesça gravement. Vous étiez la première. L'expérience parfaite de Camille, une fille élevée depuis le berceau pour être le produit parfait pour la vente aux enchères. Mais pourquoi? La voix d'Élodie trembla. Pourquoi ma propre mère ferait-elle cela? Le pouvoir, répondit simplement Julien, et peut-être une forme déformée de protection. Dans son esprit, si vous étiez préparé adéquatement, vous pourriez éviter les erreurs qu'elle a commises, les humiliations qu'elle a subies. Un tonnerre secoua les fenêtres de la villa, comme si le ciel lui-même répondait à la révélation. Élodie se leva, marchant jusqu'à la fenêtre pour observer la tempête qui châtiait la mer. « Il y a encore une chose que vous devez voir, » dit Julien, ouvrant un tiroir verrouillé de son bureau. De là, il sortit une enveloppe brune qui semblait lourde de plus que de simples papiers. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des dizaines. Jeunes filles dans différents endroits du monde, toutes avec la même expression contrôlée, la même posture étudiée, et avec les photos des documents détaillant leurs programmes éducatifs, leurs talents spéciaux, leurs valeurs estimées. « Elles sont toutes comme moi », murmura Élodie, horrifiée. « Combien ?» Des dizaines, réparties dans des pensionnats exclusifs, des académies d'art, des conservatoires, toutes en train d'être préparées pour le même destin qui était prévu pour vous. Élodie sentit une colère croissante remplacer l'horreur initiale. « Nous devons les arrêter. »« C'est dangereux, » avertit Julien, mais il y avait une lueur d'approbation dans ses yeux. Ces personnes, elles feraient n'importe quoi pour garder leur secret. Plus dangereux que de vivre en sachant que d'autres filles subissent ce que j'ai subi. Elle se tourna pour lui faire face, ses yeux brillants. De détermination. « Vous avez les preuves, j'ai l'accès, ensemble. » « Ensemble, nous pouvons faire ce que Léonie et moi n'avons pas réussi, » compléta-t-il, se levant pour se tenir à côté d'elle près de la fenêtre. La proximité entre eux était électrisante, chargée de quelque chose de plus profond que la simple conspiration qu'ils partageaient. Julien l'observait avec une intensité qui faisait accélérer son cœur, et Élodie se surprit à se demander si Léonie avait ressenti la même chose, ce mélange dangereux d'attraction et de but. « Il y a un événement à Venise dans 2 semaines, » dit-il sa voix basse et intense. « Un bal masqué qui sert de façade à l'une des plus grandes ventes aux enchères de l'année. Madame Rousseau y sera, avec les principaux membres du réseau. Et votre mère. Ma mère y sera aussi, » compléta Élodie, se souvenant des messages énigmatiques que Camille avait envoyés ces derniers jours. « C'est trop risqué, » murmura Julien, mais ses yeux ne quittèrent jamais les siens. « Si quelque chose vous arrive... » « Rien ne va arriver, » l'interrompit-elle, posant une main sur son bras. Le contact envoya un courant électrique à travers les deux. « Je ne suis pas Léonie, je ne vais pas disparaître. » Pendant un moment, ils restèrent ainsi, trop proches, l'air entre eux chargé de promesses non dites et de désirs non réalisés. Le tonnerre rugit à nouveau dehors, et un éclair illumina le bureau, les transformant momentanément en statues de lumière et d'ombre. « Alors nous commençons demain, » dit finalement Julien, s'éloignant légèrement.
Nous devons planifier chaque détail, chaque mouvement. Nous ne pouvons pas faire d'erreur. Élodie acquiesça, sentant le manque de sa chaleur dès qu'il s'éloigna. Demain. En montant dans sa chambre cette nuit-là, Élodie pensa à Léonie, à sa mère, à toutes les filles sur les photographies. Elle pensa à Julien, à la façon dont ses yeux semblaient porter tant de poids et tant d'espoir en même temps. Et pour la première fois depuis qu'elle avait découvert la vérité, elle sentit quelque chose au-delà de la colère et de la trahison. Elle sentit un but. Dans sa chambre, elle s'assit au piano et commença à jouer. Pas Chopin cette fois, mais Beethoven, la sonate au clair de lune, ses notes mélancoliques résonnant dans les couloirs de la villa comme un présage de ce qui allait venir. Dans son bureau, Julien écoutait, ses doigts traçant inconsciemment le contour de la photo de Léonie sur son bureau, tandis que son esprit commençait déjà à tisser les fils du plan qui pourrait tous les sauver, ou les détruire complètement. Là, si. Préparation pour le bal de Venise transforma la villa des rêves en un centre d'opération clandestin. Pendant la journée, Julien et Élodie maintenaient leur routine normale, lui dans d'interminables appels d'affaires, elle dans ses pratiques de piano. Mais dès que le soleil se couchait, le vrai travail commençait. Le plan était complexe et dangereux, exigeant une chorégraphie précise de mouvements et un timing parfait. Julien avait converti l'une des salles les moins utilisées de la villa en un centre de commandement improvisé, avec des plans du palazzo où le bal aurait lieu, des horaires de sécurité et des listes d'invités couvrant les murs. Le bal. Lui-même n'est que la façade, expliquait Julien, pointant vers le plan architectural du palais vénitien. Le véritable événement se déroule dans les sous-sols, dans des salles qui n'apparaissent même pas sur les plans officiels. C'est là que nous devons arriver. Élodie étudiait les documents avec intensité, absorbant chaque détail. Et vous êtes sûr que ma mère sera là? Camille ne manque jamais un événement principal, confirma-t-il, sa mâchoire tendue en prononçant son nom. Elle est l'une des principales organisatrices. Son rôle est de présenter les marchandises. Le mot marchandise fit retourner l'estomac d'Élodie. Combien de filles? Cette fois, 5. Julien lui passa un dossier avec des photographies, toutes entre 18 et 22 ans, toutes élevées dans le même système que vous. Élodie examina les photos, son cœur se serrant en voyant les jeunes visages, tous avec ce même regard qu'elle reconnaissait de ses propres portraits, un mélange de résignation et d'espoir soigneusement contrôlé. Comment allons-nous les aider? La police italienne est prête à agir, mais ils ont besoin de preuves concrètes, de flagrants délits. Julien ouvrit son ordinateur portable, montrant une série d'emails codés. Nous avons des agents infiltrés comme employés, des caméras cachées à des points stratégiques, mais nous avons besoin de quelque chose de plus. Quelqu'un de l'intérieur, compléta Élodie, quelqu'un qu'il ne soupçonnerait jamais. Julien l'observa avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. C'est trop dangereux. Si quelque chose tourne mal, si quelque chose tourne... Mal, au moins nous aurons essayé, l'interrompit-elle, sa voix ferme. Je ne peux pas vivre en sachant que d'autres filles subissent ce que j'ai subi, ce que Léonie a subi. La mention de Léonie fit détourner le regard de Julien, mais pas avant qu'Élodie ne capte l'éclair de douleur dans ses yeux. Ces derniers jours, alors qu'ils travaillaient ensemble, elle avait remarqué comment il l'observait parfois avec une expression complexe, comme s'il voyait des fantômes et des possibilités en même temps. « Nous devons pratiquer votre partie », dit-il finalement changeant de sujet. « Vous devez paraître complètement naturelle, complètement soumise. » Les sessions de pratique étaient intenses. Julien assumait le rôle des divers types d'acheteurs qu'elle rencontrerait, lui apprenant à reconnaître des signaux subtils, des codes voilés, des menaces déguisées en courtoisie. Parfois, quand il s'approchait trop près, interprétant le rôle d'un acheteur intéressé, Élodie sentait son cœur s'accélérer, et ce n'était pas seulement à cause du danger de la situation. Un soir, particulièrement difficile d'entraînement, quelque chose changea entre eux. Julien interprétait un acheteur particulièrement agressif, et Élodie avait parfaitement répondu, maintenant la façade de docilité tout en collectant chaque information importante. « Excellent », dit-il, sortant du personnage. Ils étaient proches, très proches, et l'air entre eux semblait chargé d'électricité. « Vous êtes extraordinaire. » « J'ai eu un bon professeur, »
répondit-elle, sa voix à peine un murmure. Pendant un moment, ils restèrent ainsi, piégés, dans un instant de possibilité. Les yeux de Julien parcoururent son visage, s'attardant sur ses lèvres une fraction de seconde avant qu'il ne s'éloigne brusquement. « Il est tard, dit-il, sa voix rauque. Vous devriez vous reposer. Demain, nous avons plus de travail. » Mais cette nuit-là, le sommeil ne vint pas facilement, pour aucun des deux. Élodie resta éveillée dans sa chambre, repassant non seulement les détails du plan, mais chaque moment avec Julien, chaque regard, chaque presque toucher. Était-elle en train de tomber amoureuse de lui, ou était-ce simplement l'intensité de la situation? L'adrénaline du danger partagé? Dans sa propre chambre, Julien affrontait ses propres démons. Les ressemblances entre Élodie et Léonie étaient au plus que physiques. Il y avait le même courage, la même détermination. Mais il y avait aussi des différences cruciales. Là où Léonie fuyait la confrontation, Élodie l'affrontait de face. Là où Léonie gardait des secrets, Élodie exigeait des vérités. La semaine passa rapidement, chaque jour apportant de nouveaux détails à mémoriser, de nouveaux scénarios à pratiquer. Sophie, la gouvernante, observait les changements dans la dynamique entre les deux avec des yeux connaisseurs, mais gardait ses pensées pour elle-même. Elle avait servi Julien assez longtemps pour reconnaître quand quelque chose d'important était sur le point de se produire. 3 jours avant le bal, une lettre arriva pour Élodie, la calligraphie élégante de sa mère sur l'enveloppe faisant serrer son cœur. « Ma chérie, j'attends avec impatience de te voir à Venise. Madame Rousseau ne cesse de louer tes progrès, et plusieurs invités importants ont exprimé leur intérêt à te rencontrer personnellement. Souviens-toi de tout ce que je t'ai enseigné. Posture, grâce, discrétion. C'est le moment à lequel tu as été préparé toute ta vie. Avec amour, maman. » Élodie laissa tomber la lettre sur sa coiffeuse, un sourire amer sur ses lèvres. Oui, c'était vraiment le moment pour lequel elle avait été préparée, mais pas de la manière que sa mère imaginait. Ce soir-là, pendant le dîner que Sophie avait préparé, Julien remarqua son inquiétude. « La lettre de votre mère. » Élodie acquiesça, jouant avec la nourriture dans son assiette. « C'est étrange, une partie de moi l'aime encore, veut encore croire qu'elle a fait tout cela en pensant à mon bien, mais une autre partie... » « Une autre partie veut justice, » compléta doucement Julien. « Pas seulement justice, » corrigea-t-elle, levant les yeux pour rencontrer les siens. « Vérité. J'ai besoin de la regarder dans les yeux et de comprendre pourquoi. Pourquoi elle a choisi cette voie. Pourquoi elle a sacrifié sa propre fille, sa propre sœur. » Julien tendit la main sur la table, ses doigts effleurant légèrement les siens. « Et vous aurez cette chance. Mais vous devez être préparé au fait que certaines vérités sont plus douloureuses que l'ignorance. »« Je suis fatigué d'être protégé de la vérité, » répondit-elle, entrelaçant ses doigts aux siens dans un moment d'intimité qui les surprit tous les deux. « Je suis fatigué d'être la fleur de serre que tous veulent préserver. Il est temps d'affronter le monde réel, peu importe la quantité de vent ou de pluie qu'il apporte. » Le toucher de leurs mains unies envoyait des vagues de chaleur à travers eux deux, et pendant un moment, tout le poids des secrets et des conspirations sembla diminuer, ne laissant que cette connexion, ce moment de vérité partagée. Finalement, Julien se leva tenant toujours sa main. « Venez avec moi. Il y a quelque chose que je dois vous montrer avant que nous allions à Venise. » Il la conduisit à travers les couloirs de la villa jusqu'à une partie qu'elle n'avait pas encore explorée, une petite chapelle privée, longtemps en désuétude. Là, sous l'autel, il révéla un compartiment secret contenant une unique boîte en bois sculpté. « Léonie a laissé cela pour vous, » dit-il doucement, lui remettant la boîte, « pour le jour où vous seriez prête pour la vérité. » Les mains tremblantes, Élodie ouvrit la boîte en bois sculpté. L'intérieur était doublé de velours rouge décoloré, et sur celui-ci reposait un ensemble d'objets soigneusement préservés. Un journal relié en cuir, une enveloppe jaunie et une délicate chaîne en or avec un médaillon. Elle a laissé cela avant de... Élodie ne put compléter la phrase, ses doigts caressant le médaillon. Avant de disparaître, compléta doucement Julien. Elle savait qu'un jour vous découvririez la vérité. Elle voulait que vous compreniez. Dans la faible lumière de la chapelle, Élodie ouvrit le médaillon. À l'intérieur se trouvait une photographie miniature. 3 personnes souriant à l'appareil. Une Camille plus jeune, aux yeux plus doux, une adolescente qui ne pouvait être que Léonie, et un bébé dans les bras de Camille.
C'est moi, murmura Élodie, sentant des larmes brûler ses yeux. Le dernier jour où elles étaient toutes ensemble, expliqua Julien, sa voix chargée d'émotion. Avant que Camille ne commence à changer, avant que Léonie ne réalise ce qui se passait. Avec un soin révérencieux, Élodie ouvrit le journal. La première page contenait un message écrit avec la même calligraphie élégante qu'elle connaissait déjà des autres lettres de Léonie. « Ma chère nièce, si tu lis ceci, cela signifie que tu as finalement découvert la vérité sur notre monde, sur notre famille. Je sais que tu dois être confuse, blessée, peut-être même en colère. Tu en as tout le droit. Mais avant de juger ta mère trop sévèrement, tu dois comprendre toute l'histoire. Camille n'a pas toujours été ainsi. Il y a eu un temps où elle était la plus douce, la plus rêveuse de nous deux. C'est le système qui l'a transformée, d'abord en victime, puis en survivante, et finalement en quelque chose qu'elle avait juré de ne jamais devenir. Dans les pages qui suivent, j'ai raconté notre histoire, non pas pour justifier, mais pour expliquer, pour que tu puisses comprendre et peut-être faire différemment. Avec tout mon amour, Léonie. Élodie commença à lire, absorbant chaque mot comme s'ils étaient des gouttes d'eau dans le désert. Le journal révélait une histoire qu'elle n'avait jamais imaginée. Comment sa grand-mère était morte jeune, laissant les deux sœurs aux soins d'un père joueur et alcoolique. Comment Camille, à 17 ans, avait rencontré un homme qui avait promis de les sauver de la ruine, pour un prix. La première vente aux enchères, commenta doucement Julien, lisant par-dessus l'épaule d'Élodie. C'est ainsi que tout a commencé. Les pages suivantes détaillaient la transformation graduelle de Camille, d'une jeune femme effrayée à une survivante déterminée. Comment elle avait appris à utiliser le système à son avantage, comment elle avait cultivé des connexions, comment elle avait construit son propre réseau d'influence. Elle pensait qu'elle nous protégeait, avait écrit Léonie. Elle a transformé notre prison en un palais, nos chaînes en bijoux. Mais elle n'a pas réalisé qu'elle ne faisait que dorer la cage. Quand Élodie arriva aux dernières pages, sa vision était troublée par les larmes. Léonie décrivait la naissance d'Élodie. Comment Camille avait juré que sa fille ne connaîtrait jamais l'humiliation qu'elle avait connue, qu'elle serait préparée dès le début pour être non pas une marchandise, mais une œuvre d'art. C'est à ce moment que j'ai réalisé que j'avais perdu ma sœur pour toujours, écrivait Léonie. Quand j'ai vu qu'elle prévoyait de transformer sa propre fille en produit parfait qu'elle n'avait jamais réussi à être. L'enveloppe contenait plus de photographies, de documents, de preuves que Léonie avait recueillies au fil des ans. Mais il y avait aussi autre chose, une clé ancienne, apparemment sans signification. « À quoi sert-elle » demanda Élodie, montrant la clé à Julien. « Un coffre à Venise » répondit-il. Léonie y gardait ses découvertes les plus importantes, des informations qui pourraient détruire tout le système, mais aussi beaucoup de vies innocentes. Élodie serra la clé fortement, sentant son poids littéral et métaphorique. Pourquoi n'a-t-elle pas utilisé ces informations? Pourquoi n'a-t-elle pas tout exposé? Julien soupira, passant la main dans ses cheveux dans un geste de frustration familier. Parce que le prix aurait été trop élevé. Des vies auraient été détruites, des familles déchirées. Léonie, elle espérait trouver un moyen de changer les choses de l'intérieur, progressivement. Mais ça n'a pas fonctionné, compléta Élodie. Non. Et maintenant, il hésita, ses yeux rencontrant les siens avec intensité. Maintenant, nous devons décider si nous sommes prêts à payer ce prix. Élodie se leva, marchant jusqu'à l'autel de la petite chapelle. La lumière de la lune entrait par les vitraux, créant des motifs colorés sur le sol de pierre. Pendant un moment, elle s'autorisa à imaginer Léonie là, 20 ans auparavant, cachant cette boîte avec ses vérités et ses espoirs. « Nous ne pouvons pas laisser cela continuer, » dit-elle, finalement se tournant vers Julien, « peu importe le prix. » Il s'approcha d'elle, ses pas résonnant dans le silence de la chapelle. « Même si le prix est votre propre mère, surtout si le prix est ma propre mère, » répondit Élodie, sa voix ferme malgré les larmes qui marquaient encore son visage. « Parce que si nous ne l'arrêtons pas, combien d'autres mères transformeront leurs filles en marchandises? Combien d'autres Léonie devront disparaître ?» Julien était proche maintenant, si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps. Ses yeux étudiaient son visage comme s'il voulait mémoriser chaque détail, chaque expression. « Vous êtes incroyable, » murmura-t-il, sa main montant pour toucher son visage, essuyant une larme perdue avec son pouce. Si forte, si courageuse.
Son toucher était électrisant, envoyant des frissons dans tout son corps. Pendant un moment, le monde sembla disparaître. Il n'y avait pas de conspiration, ni de secret, ni de passé douloureux. Il y avait juste ce moment, ce toucher, cette connexion. « Julien » murmura-t-elle, son nom une prière sur ses lèvres. Il se pencha légèrement, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. L'air entre eux semblait chargé de possibilités et de promesses non dites, mais alors, comme s'il se souvenait de quelque chose de douloureux, il s'éloigna. « Nous ne pouvons pas, dit-il, sa voix rauque. Pas maintenant, pas jusqu'à ce que nous en ayons fini avec tout cela, compléta-t-elle, comprenant, parce que tout ce qui pourrait être entre eux maintenant serait entaché par les secrets, par les mensonges, par le passé, qu'ils devaient enterrer. 3 jours, dit-il, reprenant sa composition. Dans 3 jours, nous serons à Venise, et alors nous écrirons notre propre histoire, compléta Élodie, rangeant soigneusement les affaires de Léonie dans la boîte. Une histoire sans cage, sans vente aux enchères, sans fleurs de serre. Alors qu'ils quittèrent la chapelle, la lune continuait à déverser sa lumière à travers les vitraux, créant des ombres qui dansaient sur les murs comme des fantômes du passé. Et quelque part, peut-être, l'esprit de Léonie souriait, sachant que sa nièce avait trouvé non seulement la vérité, mais aussi le courage de faire ce qu'elle n'avait jamais pu faire. Venise brillait comme un joyau ancien dans la nuit méditerranéenne, ses palais de marbre et ses canaux mystérieux créant le décor parfait pour les intrigues et les secrets. Le Palazzo Contarini, où se tiendrait le bal masqué, était une merveille d'architecture vénitienne, ses façades ornées, se reflétant, dans les eaux sombres du Grand Canal. À l'intérieur, les préparatifs pour la soirée battaient à leur plein, lustres étincelants, fleurs exotiques, musique douce jouée par un quatuor à cordes caché derrière une balustrade sculptée. Dans une suite d'hôtels non loin, Élodie était assise, devant un miroir orné d'or, observant son reflet, tandis que sa mère ajustait les derniers détails de sa coiffure. La robe qu'elle portait, une création bleu pâle qui rappelait la couleur de la mer à l'aube, avait été spécialement conçue pour la soirée, chaque détail soigneusement choisi pour la présenter comme le joyau de la collection de Camille. « Tu es parfaite », murmura Camille, ses yeux rencontrant ceux d'Élodie dans le miroir. « Ce soir, tu seras la sensation de la soirée. » Élodie sentit un frisson lui parcourir l'échine à ces mots. Pendant combien de temps sa mère avait-elle planifié cela? Combien d'années de préparation minutieuse avaient mené à ce moment? « Maman !» commença-t-elle, choisissant soigneusement ses mots. « Ces autres filles, celles qui seront aussi présentées ce soir, elles savent ce qui les attend ?» Camille congela, ses yeux se rétrécissant dangereusement. « Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là ?»« Rien, maman. » Élodie recula stratégiquement maintenant la façade de docilité qu'elle avait pratiquée. « Je veux juste être sûre que je fais tout correctement. » Le moment de tension passa, mais quelque chose avait changé dans l'air entre elles. Camille étudia sa fille pendant quelques secondes avant de continuer. « Ce soir, tu seras présentée officiellement à la société. Pas comme une simple débutante, mais comme quelque chose de bien plus précieux. » Tandis que sa mère détaillait le protocole de la soirée, Élodie pensait à la clé qu'elle portait cachée dans une couture secrète de sa robe. La clé de Léonie, qui pourrait tout changer ou tout détruire. La vente principale commencera. « À minuit », continua Camille, ajustant une mèche rebelle dans la coiffure parfaite d'Élodie. « Jusque-là, tu dois circuler, converser, charmer, mais souviens-toi, discrétion absolue. »« Oui, maman. » Élodie observait leurs reflets dans le miroir, mère et fille, si semblables en surface, si différentes dans ce qui comptait vraiment. « Et les autres filles ?»« Quelles autres filles ?» demanda Camille distraitement, vérifiant son propre reflet. « Celles qui seront présentées ce soir. » Un sourire froid toucha les lèvres de Camille. « Ne t'inquiète pas pour elles, ma chérie. Tu es le joyau de la soirée, mon chef-d'œuvre. » Ces mots firent retourner l'estomac d'Élodie, mais elle maintint son expression neutre. Des années d'entraînement servant finalement un but que sa mère n'avait jamais imaginé. Maintenant, Camille consulta sa montre-bracelet avec une élégance étudiée. « Je dois vérifier quelques détails avec Madame Rousseau. Nous nous retrouvons au bal dans 2 heures. Ne sois pas en retard. » Avec un dernier baiser en l'air, Camille sortit, ne laissant derrière elle que son parfum coûteux et un poids dans le cœur d'Élodie. Dès que la porte se ferma, elle courut dans la salle de bain,
contenant à peine la vague de nausée qui l'assaillit. Quelques minutes plus tard, un léger coup à la porte la fit se recomposer rapidement. C'était Julien, son visage un masque d'inquiétude en la voyant pâle. « Elle soupçonne quelque chose ?» demanda-t-il, fermant silencieusement la porte derrière lui. « Non », répondit Élodie, acceptant le verre d'eau qu'il lui offrait. Elle est trop occupée à savourer son triomphe pour remarquer quoi que ce soit d'anormal. Julien s'approcha, ses mains trouvant les épaules d'elle dans un geste de réconfort qui était devenu familier ces derniers jours. Les agents ont confirmé la présence de toutes les personnes clés. Ce pourrait être notre seule chance. Alors nous ne pouvons pas la gaspiller, répondit-elle, se tournant pour lui faire face. Ils étaient les proches, trop proches. La chaleur, de son corps une présence presque tangible. « Élodie » commença-t-il, sa voix rauque. « Non » l'interrompit-elle doucement. « Pas maintenant, pas jusqu'à ce que nous ayons terminé. » Il acquiesça, comprenant. Mais ses yeux restaient fixés sur les siens, disant tout ce que ses mots ne pouvaient exprimer à ce moment. Le coffre, elle changea de sujet, s'éloignant légèrement. « Vous êtes sûr de l'emplacement ?»« Oui, au sous-sol du palazzo, derrière. » Un faux mur dans l'ancienne cave à vin. Léonie a été méticuleuse dans ses instructions. Élodie toucha la couture de sa robe où la clé était cachée. « Et les autres filles ?»« La police est prête à intervenir dès que nous aurons les preuves. Mais nous devons être prudents. Si quelqu'un soupçonne avant l'heure... »« Personne ne soupçonnera, » l'interrompit-elle avec une confiance qu'elle ne ressentait pas complètement. « J'ai été entraînée toute ma vie pour ce moment, vous vous souvenez ?» Un sourire triste toucha les lèvres de Julien. « Oui, mais pas de la manière que votre mère imaginait. » Les heures suivantes passèrent dans un flou de préparatifs finaux. Quand vint finalement l'heure de partir pour le bal, Élodie s'autorisa un dernier moment de doute devant le miroir. Le reflet qui la regardait était exactement ce que sa mère avait toujours désiré. Une jeune femme parfaitement polie, élégante, contrôlée. Mais derrière le masque vénitien qui couvrait maintenant une partie de son visage, ses yeux racontaient une histoire différente, une histoire de détermination, de courage et d'un type d'amour que Camille n'avait jamais compris. « Êtes-vous prête ?» demanda doucement Julien, lui offrant son bras. Élodie accepta, sentant sa force à ses côtés comme une ancre. « Je suis née prête pour cette nuit, juste pas de la façon qu'il pense. » Ensemble, ils quittèrent la sécurité de l'hôtel, qui entrèrent dans la nuit vénitienne, où des gondoles silencieuses glissaient sur les canaux comme des sentinelles sombres, et le palazzo attendait avec ses lumières dorées et ses secrets mortels. L'heure était venue. La fleur de serre était sur le point de montrer ses épines. Le palazzo Contarini émergeait des eaux du Grand Canal, comme une vision d'un autre siècle, ses lumières reflétées dans les eaux sombres, créant une atmosphère presque onirique. La gondole qui transportait Élodie et Julien glissait silencieusement vers l'entrée aquatique du palais, où une file d'embarcations similaires déchargeait des invités masqués. L'intérieur du palazzo était une étude en opulence vénitienne. Des fresques baroques couvraient les plafonds. Des lustres de Murano déversaient une lumière dorée sur le marbre poli et des tapisseries anciennes murmuraient des secrets centenaires sur les murs. La musique d'un petit orchestre flottait dans l'air, se mélangeant avec le bourdonnement élégant des conversations en une demi-douzaine de langues différentes. « Souvenez-vous » murmura Julien, ses lèvres proches de son oreille, tandis qu'il la guidait à travers le salon principal. « Vous avez 40 minutes pour trouver le coffre et revenir avant que votre absence ne soit remarquée. » Élodie acquiesça imperceptiblement, ses yeux déjà scrutant l'environnement à travers les fentes de son masque vénitien. Elle reconnut plusieurs visages des dossiers de Julien, politiciens, industriels, anciennes familles européennes, tous unis par un secret obscur qui était sur le point d'être révélé. « Élodie, ma chérie. » La voix de Madame Rousseau trancha à travers le bourdonnement de la fête. La femme s'approcha d'eux, resplendissante dans une robe rouge sang et un masque orné de plumes noires. « Vous êtes absolument éblouissante. » Madame, Élodie fit une petite révérence, exactement comme elle l'avait répété. « Le palazzo est magnifique ce soir. »« Ah, mais vous n'avez encore rien vu, » sourit Madame Rousseau, un geste qui n'atteignait pas ses yeux astucieux. « Julien, mon cher, cela vous dérange-t-il si je vous vole notre petite étoile pour quelques instants? Il y a des personnes très impatientes de la rencontrer. » C'était le signal qu'ils attendaient. Julien lâcha le bras d'Élodie avec une réticence étudiée.
Naturellement, madame, je serai au bar si vous avez besoin de moi. Les 2 heures suivantes furent un exercice d'autocontrôle pour Élodie. Elle fut présentée à un défilé interminable d'hommes puissants, chacun plus prédateur que le précédent. Elle sourit, conversa, joua du piano quand on le lui demanda, chaque geste, chaque mot soigneusement calculé pour paraître naturel et soumis. Sa mère circulait dans la fête comme une reine dans son domaine, lançant occasionnellement des regards approbateurs dans sa direction. Camille était dans son élément, chuchotant avec Madame Rousseau, échangeant des sourires conspirateurs avec des invités sélectionnés. Quand l'horloge de la tour voisine sonna 11 heures, Élodie vit son opportunité. Un groupe d'invités était discrètement dirigé vers les escaliers menant au sous-sol. La vente aux enchères était sur le point de commencer. « Excusez-moi » murmura-t-elle à son accompagnateur actuel, un comte italien d'âge moyen. « Je dois me préparer pour ma prochaine présentation. » Suivant la carte mentale qu'elle avait mémorisée, elle se dirigea vers les toilettes de l'étage supérieur. De là, un ancien escalier de service menait aux catacombes du palazzo. L'air devenait plus froid et humide à mesure qu'elle descendait, à le son de la fête se transformant en un écho distant au-dessus. La cave à vin ancienne était un labyrinthe de couloirs étroits et de niches sombres. Élodie compta les arches de pierre au fur et à mesure qu'elle avançait, sa main touchant occasionnellement le mur pour s'orienter. 3e couloir à droite, 2e niche à gauche. Un bruit la fit figer. Des pas? Non, juste l'écho distant de la musique au-dessus. Elle continua à avancer jusqu'à trouver exactement ce qu'elle cherchait, une section du mur qui semblait légèrement différente des autres. D'une main tremblante, elle retira la clé de sa cachette dans sa robe. Il lui fallut quelques secondes, précieuses pour trouver la serrure cachée, mais quand la clé tourna enfin, le léger clic fut comme une musique à ses oreilles. Le compartiment secret révéla un dossier ancien et une clé USB moderne, le passé et le présent unis en 500 preuve. Élodie les rangea dans un sac discret qu'elle portait, son cœur martelant contre ses côtes. C'est alors qu'elle entendit, cette fois sans aucun doute, des pas qui s'approchaient. « Cherches-tu quelque chose de spécifique, ma chérie ?» La voix de sa mère la fit figer. Camille émergea des ombres comme un fantôme élégant, son masque retiré révélant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Maman !» commença Élodie, son esprit courant pour trouver une explication. « Plausible !»« Non » Camille l'interrompit, sa voix tranchante comme la glace. « Ça n'insulte pas mon intelligence avec des mensonges. Tu crois que je ne reconnaîtrai pas les mêmes schémas, les mêmes regards furtifs, la même rébellion mal contenue ? Comment ? Comment j'ai su ? Oh chérie, je t'ai créé. Tu crois que je ne remarquerai pas les petits changements depuis ton arrivée en Italie ? Les regards échangés avec Julien, les conversations chuchotées, les moments de hésitation ? Camille fit un pas en avant, ses talons résonnants, sur les pierres anciennes. Ta tante avait exactement les mêmes habitudes, la même tendance pour le héroïsme mal dirigé. Léonie avait raison sur tout, répondit Élodie, trouvant de la force dans sa voix. Sur le système, sur toi, sur tout ce qui ne va pas dans ce monde que tu as aidé à créer. Un éclair de quelque chose, douleur, regret, passa dans les yeux de Camille. Tu ne comprends rien, enfant. Tu crois que c'est une question de bien et de mal. C'est une question de survie, de pouvoir, de ne plus jamais être la personne vulnérable dans la pièce. Non, maman, il s'agit de choix, et tu as choisi de transformer ta propre fille en marchandise pour ne pas avoir à affronter tes propres démons. Le son de la gifle résonna sur les murs de pierre avant qu'Élodie n'enregistre la douleur sur sa joue. Mais elle ne recula pas cette fois. « Où est ta sœur ?» demanda-t-elle, sa voix ferme malgré la douleur. Que s'est-il vraiment passé avec Léonie ? Camille recula d'un pas, comme si les mots l'avaient frappé physiquement. « Ta tante a choisi son chemin, tout comme tu choisis le tien maintenant. Madame », une nouvelle voix se joignit à la conversation, l'un des gardes de l'événement. « Il est l'heure. Les acheteurs s'impatientent. »« Oui, naturellement, » répondit Camille, se recomposant instantanément. Elle se tourna vers Élodie avec un sourire froid. « Nous discuterons de tes découvertes après la vente. Maintenant, tu as une présentation à faire. »« Non, » répondit simplement Élodie. « Non ?» Le sourire de Camille se transforma en quelque chose de prédateur.
« Oh ma chérie, tu penses vraiment avoir le choix ?» C'est alors qu'Élodie remarqua les autres gardes émergeant des ombres, l'encerclant silencieusement. Son cœur s'accéléra, mais elle maintint le calme extérieur que des années d'entraînement lui avaient inculqué. « Il y a toujours un choix, maman, » dit-elle doucement. « Léonie me l'a appris. » Le nom de sa sœur fit quelque chose se briser dans le masque de contrôle de Camille. Pendant un moment, très bref, Élodie vit la fille effrayée que sa mère avait dû être un jour, avant que le système ne la transforme en quelque chose de méconnaissable. « Emmenez-la en haut », ordonna Camille au garde, sa voix tremblant légèrement, « et assurez-vous qu'elle reste coopérative. » Tandis qu'elle était escortée vers les escaliers, Élodie sentit le poids du dossier et de la clé USB dans son sac. Des preuves qui pourraient détruire tout ce que sa mère avait construit. Mais seraient-elles suffisantes pour la sauver? Aussi. Dans le salon principal, la musique s'était arrêtée. Les invités commençaient à se diriger vers les escaliers menant au sous-sol, où le véritable événement de la soirée était sur le point de commencer. Et quelque part parmi eux, Julien attendait le signal qu'elle ne pourrait maintenant pas donner. La fleur de serre avait été capturée, mais la nuit n'était pas encore terminée. Le salon de vente aux enchères souterrain du Palazzo Contarini était une chambre circulaire, rappelant un amphithéâtre antique. Des chaises de velours rouge disposées en demi-cercle descendant convergeaient vers une petite scène éclairée par des lustres de cristal. L'air était lourd de parfums coûteux et de secrets encore plus onéreux. Élodie fut conduite dans une petite antichambre adjacente au salon principal où 4 autres jeunes femmes attendaient en silence. Ses yeux rencontrèrent brièvement les leurs. Elle reconnut chaque visage des dossiers que Julien lui avait montrés. Toutes semblaient si jeunes, si effrayées sous leur apparence soigneusement composée. « 5 minutes », annonça l'un des gardes avant de fermer la porte, laissant seuls. Le silence était oppressant, brisé seulement par l'occasionnel froissement de robes de soie. Élodie étudia rapidement l'environnement. Une fenêtre haute et étroite, donnant probablement sur l'un des canaux, une porte qui devait mener à une salle de bain et la porte principale par laquelle elles étaient entrées. Ses chances de fuite semblaient minimes. « Tu es sa fille, n'est-ce pas ?» Une des filles, une blonde qui ne devait pas avoir plus de 18 ans, chuchota. « De Madame Camille ?» Élodie acquiesça discrètement. « Comment le sais-tu ?»« Nous le savons toutes, » répondit une autre fille, sa voix portant un léger accent espagnol. « Tu es le modèle qu'elles utilisent pour nous entraîner. La parfaite demoiselle, disent-elles. » L'ironie de la situation n'échappa pas à Élodie. Toute sa vie à être préparée comme exemple, pour finir exactement où toutes les autres avaient fini. Un mouvement soudain à la fenêtre haute attira son attention. Pendant un moment, elle jura avoir vu une ombre passer, mais non, ce devait être juste un reflet des lumières des canaux. La porte s'ouvrit à nouveau, et Madame Rousseau entra, son masque à plumes noires toujours en place. « Mes chéris, c'est l'heure. Souvenez-vous de tout ce que vous avez appris. C'est la nuit la plus importante de votre vie. » Une à une, les filles furent appelées pour leur présentation. Élodie pouvait entendre la musique douce qui accompagnait chaque entrée, les murmures appréciatifs de l'audience, le son occasionnel d'applaudissements polis. Quand vint finalement son tour, Madame Rousseau tint son bras avec une force surprenante. « Ta mère est très déçue de ton comportement, ma petite, mais il est encore temps de réparer les choses. Ne gaspille pas tout l'investissement qu'elle a fait en toi. » Élodie maintint son visage impassible, mais intérieurement son cœur battait comme un oiseau en cage. Où était Julien? Avait-il réalisé que quelque chose avait mal tourné? Le salon était plein quand elle entra. À travers les masques ornés, elle pouvait sentir des dizaines d'yeux l'évaluant, la mesurant, calculant sa valeur. Sa mère était assise au premier rang, sa posture rigide, la seule indication de sa tension intérieure. « Mesdames et messieurs », la voix de Madame Rousseau résonna dans la chambre, « notre joyau de la soirée, éduquée dans les arts les plus raffinés, parlant couramment 5 langues, une musicienne exceptionnelle, un véritable trésor cultivé avec le plus grand soin par notre chère Madame Camille. » Élodie fut conduite au piano à queue au centre de la scène. Ses mains tremblaient légèrement quand elle toucha les premières notes de Chopin, le même nocturne qu'elle avait joué pour Julien cette première nuit à la villa. C'est alors que cela se produisit. Un mouvement dans les ombres près de l'entrée attira son attention. Un reflet métallique, un murmure de mouvement et soudain les lumières s'éteignirent complètement. Le chaos fut instantané.
Des cris de surprise résonnèrent dans la chambre, suivis par le son de chaises, traînées et de pas précipités. Élodie sentit une main saisir son poignet dans l'obscurité. « Avec moi ?» la voix de Julien murmura à son oreille. « Maintenant. » Elle le suivit sans hésiter, faisant confiance à son guide à travers l'obscurité. Et il pouvait entendre des voix altérées donnant des ordres, le son de portes défoncées avec force. « La police entre par les canaux », expliqua Julien, tandis qu'il la guidait le long d'un couloir latéral. « Nous avons moins de 2 minutes pour atteindre le point d'extraction. » « Les autres filles, » protesta Élodie, résistant légèrement. « Elles sont déjà en train d'être secourues. »« Léonie s'en est occupée. »« Léonie ?» Élodie s'arrêta brusquement. « Comment ça, Léonie ?» Avant que Julien ne puisse répondre, un cri trancha l'obscurité. « Là, ils sont là !» Le faisceau d'une lampe de poche les illumina brièvement. Avant que Julien ne la tire derrière une colonne, des pas s'approchèrent rapidement. « Il y a un passage secret derrière cette tapisserie, » murmura-t-il urgemment. « Il mène à un canal où un bateau attend. Vous devez y aller. Maintenant. »« Pas sans vous, » protesta-t-elle. « Élodie !» Il tint son visage entre ses mains, ses yeux brillant intensément même dans la pénombre. « Faites-moi confiance, il y a quelque chose que je dois faire d'abord. Quelque chose que j'ai promis il y a 20 ans. » Le son des pas était plus proche maintenant. Dans un mouvement soudain, Julien la tira vers lui, et ses lèvres trouvèrent les siennes dans un baiser désespéré, urgent, chargé de promesses et de regrets. « Allez !» murmura-t-il contre ses lèvres, avant de la pousser vers la tapisserie. Élodie hésita seulement une seconde avant de plonger à travers le tissu épais. Le couloir secret était étroit et humide, descendant vers le canal. Derrière elle, elle pouvait entendre des voix altérées, le son d'une lutte. Quand elle émergea finalement sur un petit quai caché, un bateau attendait vraiment, et à la proue, une silhouette qui fit s'arrêter son cœur. « Bonjour, nièce. » Léonie sourit, tendant la main pour l'aider à monter. « Je pense qu'il est temps que tu connaisses l'autre côté de l'histoire. » Le son des sirènes de police résonnait dans les canaux de Venise, et quelque part dans le palazzo, Julien affrontait ses propres démons. Mais, à ce moment, tandis que le bateau glissait silencieusement sur les eaux sombres, Élodie sut que son véritable voyage ne faisait que commencer. Le bateau coupait silencieusement les eaux sombres des canaux vénitiens, laissant derrière lui le chaos qui s'était installé au Palazzo Contarini. Léonie manœuvrait l'embarcation avec la familiarité de quelqu'un qui connaissait chaque virage, chaque passage secret de ce labyrinthe aquatique. Au loin, les lumières des voitures de police peignaient les façades des palais avec des flashs, bleus et rouges. Élodie observait sa tante avec un mélange de fascination et d'incrédulité. Léonie était comme un fantôme qui avait pris vie, plus âgée que sur les photographies qu'elle connaissait, avec des fils argentés dans ses cheveux sombres, mais portant toujours cette même détermination dans les yeux qui l'avait tant qu'intrigué dans les anciens registres. « Tu as été vivante tout ce temps, » dit finalement Élodie, sa voix à peine un murmure au-dessus du son doux du moteur. Léonie guida le bateau vers un canal plus étroit et sombre avant de répondre. Vivante et travaillant, construisant un réseau différent, un pour sauver des filles, pas pour les vendre. Julien savait, pas jusqu'à récemment. Léonie lança un regard compréhensif à sa nièce. Quand je t'ai vue pour la première, fois la vente aux enchères à Paris, c'était comme voir un fantôme de mon propre passé. J'ai su que je devais agir. Le bateau ralentit en approchant d'un petit quai caché entre 2 palais abandonnés. Une silhouette attendait dans les ombres. Une des filles de la vente aux enchères, déjà vêtue de vêtements ordinaires et portant un sac à dos. « Monte !» instruisit Léonie, et la fille embarqua silencieusement. 2 autres arrêts similaires suivirent, chacun récupérant une autre jeune fille, jusqu'à ce que les 5 marchandises de la vente aux enchères soient à bord, transformées d'objets de luxe en filles effrayées mais déterminées. « Où allons-nous » l'une d'elles demanda en chuchotant. « Dans un endroit sûr, » répondit Léonie, guidant le bateau vers la lagune, « où vous pourrez choisir vos propres chemins. » Élodie sentit le poids du dossier et de la clé USB dans son sac. « Les preuves que j'ai trouvées dans le coffre ne sont qu'une partie du puzzle, » compléta Léonie. « L'autre partie est avec moi. 20 ans à construire un dossier contre eux, documentant chaque transaction, chaque nom, chaque compte bancaire. Et, Julien,
Pourquoi l'avons-nous laissé derrière? Un sourire énigmatique toucha les lèvres de Léonie. Parce qu'il a une dernière mission à accomplir, une promesse que nous avons faite il y a longtemps. Le bateau émergea dans la lagune vénitienne, où un yacht plus grand attendait, ses lumières éteintes le rendant presque invisible dans la nuit. Tandis que les autres filles étaient aidées à monter à bord, Élodie resta dans le bateau plus petit avec Léonie. Camille, elle commença hésitante. Ma mère? Ta mère est une femme complexe, soupira Léonie, ses yeux fixés sur l'horizon où les lumières de Venise scintillaient comme des étoiles tombées. Le système ne l'a pas seulement corrompue, il l'a brisée et l'a remontée en quelque chose qu'elle croyait être plus fort. Chaque choix qu'elle a fait, chaque fille qu'elle a préparée, était sa manière déformée de s'assurer que personne d'autre ne serait vulnérable comme elle l'a été. Cela ne justifie pas, non, cela ne justifie pas, mais peut-être aide-t-il à comprendre. Et comprendre est le premier pas vers le pardon. Pas pour elle, mais pour toi-même. Un son distant de moteur attira leur attention. Un autre bateau s'approchait rapidement. Julien, sourit Léonie, et il y avait quelque chose dans son expression qui fit accélérer le cœur d'Élodie. Le bateau qui s'approchait était plus petit et plus rapide que le leur. Julien était à la barre, mais il n'était pas seul. Camille était avec lui, sa posture encore élégante, même avec les mains visiblement attachées devant elle. C'était plus facile que prévu, commenta Julien, en manœuvrant pour accoster à côté d'eux. Elle n'a pas beaucoup résisté quand elle a réalisé que c'était moi qui l'avais piégée. Camille leva le menton, ses yeux rencontrant ceux de Léonie pour la première fois en 20 ans. Pendant un moment, le temps sembla gelé. Deux sœurs, séparées par des choix et des circonstances, finalement face à face à nouveau. « Alors tu as gagné, petite sœur, » dit Camille, sa voix portant un mélange d'amertume et de quelque chose qui pourrait être du soulagement. « Tu as détruit tout ce que j'ai construit. »« Non, Camille, » répondit doucement Léonie. « Tu t'es détruite toi-même au moment où tu as décidé de transformer ta propre fille en marchandise. Je l'ai transformée en œuvre d'art. Tu l'as transformée en prisonnière, » intervint Julien, sa voix dure, « tout comme tu l'as été un jour. » Camille se tourna vers Élodie, et pour la première fois, son masque de contrôle commença à se fissurer. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger, pour m'assurer que tu ne connaîtrais jamais l'humiliation que j'ai connue. » Me protéger. Élodie sentit des larmes chaudes couler sur son visage. « Tu m'as vendu, maman. Tu m'as préparé depuis le berceau pour être ça la propriété de quelqu'un. »« Non, » protesta Camille, et il y avait un désespoir réel dans sa voix maintenant. « Je t'ai préparé pour avoir du pouvoir, pour ne jamais dépendre de personne, pour être exactement le genre de personne que tu es devenue, » compléta doucement Léonie. « Et c'est ton plus grand péché, sœur, pas que tu te sois perdue, mais que tu aies essayé de perpétuer le cycle à travers ta propre fille. » Le son des sirènes était plus proche maintenant. À l'horizon, des lumières d'hélicoptères commençaient à balayer la lagune. « Nous devons partir, » pressa Julien. « La police a déjà dû trouver les documents que j'ai laissés au palazzo. »« Et ma mère ?» demanda Élodie, son cœur partagé. Entre compassion et justice. Léonie échangea un regard significatif avec Julien avant de répondre « Elle a un choix à faire, comme nous tous l'avons eu un jour. » Camille leva les yeux vers sa sœur cadette et pendant un moment, très bref, Élodie vit un éclair de la jeune fille que sa mère avait dû être avant que le système ne la transforme, effrayée, vulnérable, mais encore capable de choisir un chemin différent. « Quel est mon choix ?» demanda Camille, sa voix à peine un murmure. « Tu peux affronter les conséquences de tes actions publiquement, témoigner contre le système, aider à le démanteler complètement, » répondit Léonie. « Ou tu peux essayer de fuir et vivre le reste de ta vie à regarder par-dessus ton épaule, sachant qu'un jour ils te trouveront, que ce soit la police ou les autres membres de l'organisation que tu as trahi ce soir. » Le silence qui suivit était lourd du poids de 2 décennies de choix et de conséquences. Les lumières des hélicoptères étaient de plus proches maintenant, leurs faisceaux coupant l'obscurité de la lagune comme des épées de lumière. Camille regarda sa fille une dernière fois, et Élodie vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant, du remords. « Je choisis la vérité, » dit finalement Camille, sa voix se brisant sur le dernier mot. « Au moins une fois dans ma vie, je choisis la vérité. » Le soulagement qui passa sur le visage de Léonie était presque palpable. D'un mouvement fluide, elle traversa la distance entre les bateaux et étreignit sa sœur aînée.
Pendant un moment, elles n'étaient que deux petites filles à nouveau, avant toute l'horreur, avant tous les mauvais choix. « Les autorités arrivent », avertit doucement Julien, ses yeux rencontrant ceux d'Élodie dans la pénombre. « Nous devons partir. » Le plan était simple. Camille serait livrée à la police italienne avec tous les documents incriminants, y compris sa propre confession écrite que Julien l'avait persuadé de faire au Palazzo. Léonie emmènerait les filles sauvées vers un réseau de refuges sûrs répartis en Europe. Et Élodie. « Viens avec moi », dit doucement Julien, lui tendant la main. « Il y a un endroit que je dois te montrer. » Le son des hélicoptères était assourdissant maintenant, leur faisceau de lumière balayant la surface de la lagune. En quelques minutes, tout serait terminé. L'empire secret des ventes aux enchères, le système qui avait détruit tant de vies, les mensonges soigneusement construits au fil des décennies. Élodie regarda sa mère une dernière fois. Camille était différente maintenant, comme si un poids immense avait été soulevé de ses épaules en même temps que son masque de contrôle. « Pardonne-moi », murmura Camille, des larmes coulant enfin librement sur son visage. « Pas pour ce que j'ai fait, mais pour ce que j'ai essayé de te transformer. »« Un jour, maman, » répondit Élodie, sentant son propre cœur commencer à guérir. « Un jour, je pourrai pardonner. Mais maintenant, je dois apprendre à être qui je suis vraiment. » Avec une dernière étreinte à Léonie, Élodie accepta la main de Julien et monta dans son bateau. Tandis qu'il s'éloignait dans la nuit, ils pouvaient voir les lumières des voitures de police arrivant au quai, où Léonie et Camille attendaient. « Où allons-nous » demanda Élodie, observant les lumières de Venise diminuer au loin. « À la maison » répondit Julien, son bras entourant ses épaules de manière protectrice. La vraie maison de Léonie, dans les montagnes de Provence. L'endroit où elle a construit son réseau de sauvetage, où elle a planifié tout cela pendant 20 ans. Le bateau coupait les eaux doucement, laissant derrière lui le monde des masques et des mensonges. Devant, le ciel commençait à s'éclaircir avec les premières lumières de l'aube, peignant l'horizon avec des tons d'espoir. « Tu sais, » continua Julien, ses yeux fixés sur l'horizon, « quand j'ai vu ta photo pour la première fois, j'ai pensé que je voyais un fantôme. Tu ressembles tellement à Léonie quand je l'ai connue, mais tu es complètement différente d'elle de tant de façons. Est-ce pour cela que tu m'as acheté à la vente aux enchères, pour sauver en moi ce que tu n'as pas pu sauver en elle ?» Il secoua la tête, un sourire doux touchant ses lèvres. « Au début, peut-être, mais ensuite je t'ai connue. Pas la fille de la photo, pas l'ombre de Léonie, mais toi, Élodie, avec ta force, ton courage, ta capacité à affronter la vérité même quand elle fait mal. » Le soleil se levait maintenant, ses premiers rayons dorés dansant sur les eaux de la Méditerranée. Élodie sentit quelque chose s'éveiller en elle avec le jour, quelque chose de nouveau, quelque chose de libre, quelque chose entièrement à elle. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, se tournant pour lui faire complètement face. « Maintenant ?» répondit-il, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité qui fit accélérer son cœur. « Maintenant tu choisis. Pour la première fois de ta vie, tu choisis vraiment. » Élodie pensa à tous les choix qui avaient été faits pour elle tout au long de sa vie, la musique qu'elle jouerait, les vêtements qu'elle porterait, les rêves qu'elle devrait avoir. Elle pensa à sa mère, à Léonie, à toutes les filles qui avaient été prises au piège dans le même système de cage dorée. Et puis, sous le soleil levant de la Méditerranée, elle fit son choix. Se haussant sur la pointe des pieds, elle pressa ses lèvres contre celles de Julien dans un baiser qui savourait la liberté, la vérité et toutes les possibilités que le lendemain gardait. Le bateau continuait son chemin vers le nord, en direction des montagnes de Provence, où une nouvelle vie attendait. La fleur de serre avait finalement trouvé son propre jardin sauvage, où elle pourrait croître sous le soleil ouvert, forte et libre comme elle aurait toujours dû l'être. Et quelque part à Venise, tandis que les menottes étaient placées à ses poignets, Camille Dupont regardait le même soleil levant et pour la première fois depuis des décennies, s'autorisait à sourire d'un sourire véritable. Sa fille était libre, et d'une manière étrange, elle l'était aussi. La villa dans les montagnes de Provence était différente de tout ce qu'Élodie avait connu. Elle n'avait pas l'opulence étouffante du manoir à Deauville, ni l'élégance étudiée de la villa des rêves. C'était un lieu vivant, organique, avec des jardins sauvages qui s'étendaient sur les pentes des collines et un air de liberté qui semblait imprégner chaque pierre ancienne. « Bienvenue au refuge de la liberté »,
dit Julien tandis qu'il guidait la voiture sur la route sinueuse qui menait à la propriété. Le véritable héritage de Léonie. Le soleil de l'après-midi français baignait tout dans un doré doux, si différent des lumières artificielles des salons de vente aux enchères qu'ils avaient laissés derrière. Ces 3 derniers jours, depuis la nuit dramatique à Venise, le monde semblait avoir été retourné. Les journaux étaient remplis de gros titres sur la chute de l'un des plus grands réseaux de trafic humain d'Europe. Des noms puissants étaient traînés à la lumière, des fortunes étaient gelées, des empires s'effondraient. Et au centre de tout, le témoignage de Camille Dupont ébranlait les fondations de la société européenne. « Ta mère coopère pleinement avec les autorités », commenta Julien, comme s'il lisait ses pensées. Léonie dit qu'elle est différente, comme si un poids énorme avait été soulevé de ses épaules. Élodie acquiesça silencieusement, ses yeux absorbant les détails de la propriété qui se révélait devant eux. La villa principale était une construction du XVIe siècle, ses murs de pierre couverts de lierre et de roses grimpantes. Autour, plusieurs constructions plus petites formaient un complexe harmonieux qui s'intégrait parfaitement au paysage. « Combien ?» demanda-t-elle simplement. « Plus de 200 ces 20 dernières années, » répondit Julien, garant la voiture dans une cour ombragée par d'anciens oliviers. Léonie a construit un réseau de maisons sûres dans toute l'Europe. Ceci n'est que le centre de tout. En descendant de voiture, ils furent accueillis par une femme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et aux yeux gentils. « Bienvenue, je suis Marie, la coordinatrice du refuge. Les filles sont impatientes de te rencontrer, Élodie. » Les filles étaient les autres jeunes femmes sauvées de la vente aux enchères à Venise, mais pas seulement elles. Le refuge abritait des filles de différents âges et nationalités, toutes avec des histoires similaires de manipulation et d'exploitation. Mais ici, dans ce refuge dans les montagnes, elles trouvèrent quelque chose que beaucoup n'avaient jamais connu, la liberté de choisir leur propre chemin. « Nous offrons éducation, thérapie, formation professionnelle, » expliquait Marie, tout en les guidant pour une visite de la propriété. Mais par-dessus tout, nous offrons du temps et de l'espace pour qu'elles redécouvrent qui elles sont vraiment, sans les attentes et les conditionnements qui leur ont été imposés. Dans l'un des jardins, un groupe de filles pratiquait le yoga. Dans un autre espace, certaines peignaient ou sculptaient. Dans la bibliothèque, d'autres étudiaient ou lisaient simplement pour le plaisir de choisir leur propre lecture. Léonie a commencé tout cela après sa fuite, expliqua Julien, tandis qu'il marchait. Elle a utilisé l'argent qu'elle avait économisé, les contacts qu'elle avait noués, tout pour créer ce sanctuaire. « Pourquoi n'as-tu jamais su, pendant toutes ces années ?» Julien sourit tristement. « Parce qu'elle savait que je serais le premier endroit où il chercherait. Elle a gardé ses distances pour me protéger et pour protéger tout ceci. » Ils arrivèrent à un petit chalet au point le plus élevé de la propriété. La vue était à couper le souffle. Des vallées verdoyantes s'étendaient jusqu'à l'horizon, ponctuées de cyprès et de vignobles. « Ce sera ton espace, » dit Julien, ouvrant la porte. « Si tu veux rester, bien sûr. » L'intérieur du chalet était accueillant et lumineux, avec de grandes fenêtres qui encadraient le paysage provençal. Un piano Steinway occupait un coin de la pièce principale, pas aussi grandiose que ceux auxquels elle était habituée, mais d'une certaine manière plus réel, plus vrai. « Les filles ont besoin de quelqu'un qui comprend exactement ce qu'elles ont traversé, » continua-t-il, l'observant explorer l'espace. « Quelqu'un qui peut montrer qu'il est possible de briser le conditionnement, de trouver sa propre voie. » Élodie s'approcha du piano, ses doigts effleurant légèrement les touches sans les presser. « Et toi, tu vas rester ?» Julien fit un pas vers elle, sa présence une force magnétique à laquelle elle n'essayait plus de résister. « Si tu le veux. »« Pas par obligation. » dit-elle fermement, se tournant pour lui faire face, pas par culpabilité ou rédemption ou quoi que ce soit. D'autre que ce que nous ressentons vraiment. Il sourit, un sourire véritable qui atteignait ses yeux et effaçait des années de douleur et de regret de son visage. Plus jamais par obligation, plus jamais pour autre chose que la vérité. Le baiser qu'ils partagèrent alors était différent de tous les autres. Il n'y avait pas d'urgence de fuite. Pas d'ombre de secret entre eux. C'était un baiser de commencement, de possibilité, de choix librement fait. Un bruit de moteur sur le chemin en bas, les filles se séparaient. Par la fenêtre, ils virent une voiture familière monter la route sinueuse.
Léonie, confirma Julien. Elle a promis qu'elle viendrait dès qu'elle aurait fini d'organiser tout à Venise. Et Élodie sentit son cœur s'accélérer. Il y avait tant qu'elle voulait demander à sa tante, tant qu'elle voulait comprendre. Mais maintenant, il n'y avait pas d'urgence. Elles auraient du temps pour se connaître l'une l'autre, du temps pour guérir d'anciennes blessures, du temps pour construire de nouveaux liens basés non sur des secrets et de la manipulation, mais sur la vérité et le choix. On y va ? Julien offrit sa main. Élodie entrelaça ses doigts aux siens, sentant la force et le confort de ce contact simple. Ensemble, ils sortirent dans la lumière de l'après-midi provençal, où Léonie les attendait avec un sourire qui promettait non seulement des réponses, mais aussi un futur qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer quelques semaines auparavant. La fleur de serre avait trouvé sa place au soleil et découvert que sa véritable beauté ne résidait pas dans la perfection cultivée, mais dans la force sauvage de croître en liberté. L'automne arriva en Provence dans une explosion de couleurs dorées et cramoisies. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit de la vente aux enchères à Venise, et le monde qu'Élodie avait connu s'était complètement transformé. Le procès de sa mère s'était terminé la semaine précédente. Camille, en échange de sa coopération totale avec les autorités, avait reçu une peine réduite. Plus important que la punition légale, cependant, était la transformation que tous pouvaient voir en elle. Le masque de contrôle et de sophistication avait cédé la place à quelque chose de plus réel, plus humain. Elle est différente lors des visites maintenant, commenta Léonie durant l'une de leurs promenades dans les jardins du refuge. Plus présente, plus vraie. Élodie acquiesça, observant les filles plus jeunes pratiquer le tai chi sur la pelouse en contrebas. Je pense que nous sommes tous différents maintenant. Et c'était vrai. Les mois au refuge de la liberté avaient transformé non seulement les jeunes femmes sauvées, mais tous ceux impliqués. Élodie découvrit une vocation qu'elle n'avait jamais imaginé avoir, utilisant sa musique non plus comme un outil de séduction ou de contrôle, mais comme un moyen de guérison et d'expression. 2 fois par semaine, elle donnait des cours de piano aux filles qui montrèrent de l'intérêt. Ce n'étaient pas les leçons rigoureuses qu'elle avait reçues dans son enfance, mais des sessions de découverte et de joie, où chaque note était un choix, chaque mélodie une expression de liberté. Julien aussi avait trouvé sa place dans cette nouvelle réalité. Son expérience en affaires et ses contacts internationaux s'étaient avérés inestimables pour étendre le réseau de soutien du refuge. Mais plus que cela, il avait trouvé la paix, la culpabilité qu'il avait portée pendant 20 ans se dissipant finalement sous le soleil provençal. « J'ai reçu une lettre d'elle aujourd'hui, » dit Élodie, s'arrêtant près d'un vieil olivier. « Maman fait la demander à me voir pas à travers les barreaux cette fois, mais quand elle sera libérée. » Léonie étudia le visage de sa nièce avec attention. « Et qu'as-tu décidé ?»« Je ne sais pas encore, » admit Élodie, ses doigts jouant avec une branche basse de l'arbre. « Une partie de moi veut comprendre, veut essayer de construire quelque chose de nouveau, mais une autre partie a peur, » compléta doucement Léonie. « Peur que les vieilles blessures puissent encore saigner. » Exactement. Le son de pas sur l'herbe les fit se retourner. Julien s'approchait, portant une chemise de document, et un sourire qui faisait encore sauter le cœur d'Élodie. « Les derniers actes ont été enregistrés, » annonça-t-il, les rejoignant sous l'olivier. « Le refuge est maintenant officiellement une fondation internationale. Même les plus puissants des anciens acheteurs ne peuvent plus nous toucher maintenant. » Léonie sourit, la satisfaction évidente sur son visage. 20 ans à construire, cela c'est... Parfois, ça ne semble toujours pas réel que nous puissions opérer ouvertement maintenant. « Et les autres filles ?» demanda Élodie. « Celles que nous n'avons pas encore trouvées ?»« Le réseau de sauvetage continue de croître, » répondit Julien, sa main trouvant naturellement la sienne. « Chaque histoire qui vient au jour dans le procès nous mène à plus de personnes qui ont besoin d'aide. » Le soleil commençait à se coucher derrière les collines provençales, peignant le ciel en tons de rose et d'or. Sur la pelouse en contrebas, les filles avaient terminé leur pratique, et maintenant discutaient et riaient librement, un son qui émouvait encore Élodie chaque fois qu'elle l'entendait. « Je vais vous laisser tous les deux seuls, » dit Léonie avec un sourire entendu, commençant à s'éloigner. « J'ai une visioconférence avec nos partenaires à Paris dans 10 minutes. » Lorsqu'ils furent seuls, Julien attira Élodie plus près, ses bras l'enveloppant avec une familiarité qui semblait encore miraculeuse.
Tu penses à rendre visite à ta mère quand elle sera libérée, n'est-ce pas? Demanda-t-il doucement. Comment sais-tu toujours ce qui est dans mon esprit? Il sourit, embrassant son front tendrement. Parce que j'ai appris à lire non seulement tes paroles, mais aussi tes silences. Élodie se blottit davantage dans son étreinte, respirant le parfum familier de son eau de Cologne mêlée à l'arôme des cyprès et des oliviers. J'ai peur, admit-elle. Pas d'elle, mais de moi-même, de ne pas pouvoir pardonner complètement. Le pardon n'a pas besoin d'être complet pour être réel, répondit Julien, sa voix douce. Parfois c'est un processus aussi long que la guérison. Tu parles comme quelqu'un qui sait. J'ai appris de toi, dit-il simplement, en voyant comment tu gères ton passé, comment tu transformes la douleur en force, comment tu utilises ton expérience pour aider d'autres à trouver leur chemin. Le crépuscule français peignait maintenant tout en tons de pourpre et d'or. Des fenêtres de la villa principale, des lumières commençaient à s'allumer et le son distant de musique, quelqu'un pratiquant le piano, flottait dans l'air du soir. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Élodie se tournant dans ses bras pour observer le paysage. « Pendant toute ma vie, j'ai été entraînée à être parfaite, à ne jamais commettre d'erreur, à être exactement ce que les autres voulaient que je sois. Et maintenant ? Maintenant, j'ai découvert que la vraie beauté réside précisément dans les imperfections, dans les erreurs, dans les choix, même les difficiles. » Julien la fit pivoter pour lui faire face, ses yeux brillant avec un mélange d'amour et de fierté qui la laissait encore sans souffle. « Tu n'as jamais été plus belle qu'à présent, » dit-il, ses mains encadrant son visage. Libre, forte, vraie. Le baiser qu'ils partagèrent alors était comme une promesse, non pas de perfection mais de vérité, d'un amour qui était né au milieu des secrets et des mensonges, mais qui avait fleuri à la lumière de l'honnêteté. La nuit tombait, doucement sur les collines de Provence, enveloppant le refuge de la liberté dans son manteau étoilé. Quelque part sur la propriété, une fille récemment arrivée découvrait pour la première fois qu'elle pouvait choisir sa propre musique. Dans un autre coin, Léonie planifiait le prochain sauvetage. Et là, sous le vieil olivier, Élodie et Julien écrivaient un nouveau chapitre de leur histoire. Non plus une histoire de cages dorées et de fleurs de serre, mais de jardins sauvages, où l'amour grandissait libre et vrai, comme il aurait toujours dû l'être. 1 an après la vente aux enchères à Venise, Élodie se tenait à nouveau devant un piano dans un salon élégant. Mais cette fois, c'était différent. Le refuge de la liberté célébrait son premier concert de bienfaisance publique. Un événement qui marquait non seulement la transformation du sanctuaire en une institution officiellement reconnue, mais aussi la remise des diplômes de la première promotion de filles sauvées. Le salon principal de la villa avait été transformé en une salle de concert intimiste. Au premier rang, des visages familiers se mêlaient aux nouveaux alliés. Léonie, radieuse dans une robe simple mais élégante, Julien, ses yeux ne quittant jamais Élodie très longtemps, Marie et l'équipe du refuge, des représentants d'organisations partenaires de toute l'Europe, et plus surprenant Camille. Sa mère avait été libérée il y a 2 mois, après avoir purgé sa peine réduite et contribué largement aux enquêtes internationales. Les retrouvailles entre mère et fille avaient été complexes, chargées d'émotions contradictoires, mais aussi marquées par une honnêteté qui n'avait jamais existé auparavant. Maintenant, assise au premier rang à côté de Léonie, Camille semblait une personne différente de la femme qui avait autrefois dirigé des ventes aux enchères secrètes dans des salons dorés. Il y avait une douceur dans ses yeux qu'Élodie n'avait jamais vue pendant son enfance, une vulnérabilité qui, paradoxalement, la rendait plus forte. « Bonsoir à tous », commença Élodie, sa voix ferme au microphone. « Ce soir, je ne présenterai pas seulement de la musique. Aujourd'hui, nous partagerons des histoires de transformation, de guérison, de liberté. » Ses mains trouvèrent les touches du piano, mais contrairement aux performances méticuleusement répétées de son passé, cette interprétation naîtrait du cœur. La première note résonna claire et vraie dans l'air du soir provençal. C'était une composition originale, quelque chose qu'elle n'aurait jamais osé créer dans sa vie antérieure. La mélodie commençait douce, hésitante, comme une fleur essayant de percer à travers le béton. Progressivement, elle gagnait en complexité et en force, incorporant des éléments de toutes les musiques qui avaient marqué son parcours,
Une touche de Chopin ici, une référence à Beethoven là, mais transformée en quelque chose d'entièrement nouveau. Tandis qu'elle jouait, Élodie observait les filles qui se produiraient après elle, chacune choisissant sa propre forme d'expression, que ce soit par la musique, la danse, la poésie ou l'art. Elles n'étaient ni plus des marchandises dans une vente aux enchères de luxe, mais des artistes maîtresses de leur propre voix. Julien, assis près du piano, souriait ce sourire qui faisait encore accélérer son cœur. Ces derniers mois, leur relation avait fleuri en quelque chose de plus profond que la romance. C'était un partenariat basé sur la compréhension mutuelle, le respect et une détermination partagée de transformer la douleur en but. La musique atteignit son apogée, les notes s'entrelaçant dans une toile complexe d'émotions et de mémoire, avant de s'adoucir dans une finale qui n'était pas une fin, mais une promesse de continuation. Les applaudissements qui suivirent étaient différents des applaudissements polis des salons de vente aux enchères. Ils étaient sincères, émus, vivants. Après le concert, tandis que les invités socialisaient dans le jardin illuminé, par des lanternes, Élodie trouva un moment tranquille avec sa famille, toute sa famille. Léonie, Julien et oui, même Camille, chacun portant sa part dans l'histoire qui les avait amenés jusqu'ici. « Tu as tout transformé », dit doucement Camille, ses yeux brillants de larmes contenues. « Transformé même le poison en remède. »« Ce n'était pas que moi, maman, » répondit Élodie, sentant le bras de Julien entourer sa taille de manière protectrice. « C'était nous tous, même toi choisissant finalement la vérité. » Léonie leva son verre dans un toast silencieux, et pendant un moment, le passé et le présent semblèrent se fondre dans une promesse d'avenir. Dans le jardin en contrebas, les filles du refuge dansaient et riaient sous les étoiles provençales, chacune portant sa propre histoire de transformation. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ?» murmura Julien à son oreille, tandis qu'ils observèrent la scène. « Que ce n'est que le début. » Et il avait raison. Le refuge de la liberté était devenu plus qu'un refuge. C'était un symbole de transformation, un phare d'espoir pour d'autres filles, prises dans des cages dorées autour du monde. Le réseau continuait de croître, de s'étendre, atteignant des endroits toujours plus éloignés. Plus tard cette nuit-là, après le départ des derniers invités et le retour du silence sur les collines provençales, Élodie était à nouveau au piano. Cette fois, elle jouait juste pour elle-même, laissant les notes couler naturellement, sans pression ni attente. Julien la trouva ainsi, perdue dans sa musique sous le clair de lune qui entrait par les fenêtres anciennes. Sans dire un mot, il s'assit à côté d'elle sur le banc du piano, sa chaleur familière et réconfortante. « Heureuse ?» demanda-t-il simplement. Élodie arrêta de jouer, ses mains trouvant les siennes sur les touches. Plus qu'heureuse, en pêche, et c'était vrai. La fleur de serre n'avait pas seulement survécu à l'air libre, elle avait fleuri, était devenue plus forte et plus belle que n'importe quelle culture contrôlée n'aurait pu produire. Son parfum était maintenant plus doux parce qu'il était vrai, sa beauté plus touchante parce qu'elle portait les marques de sa lutte pour la liberté. L'amour qu'ils partageaient, Julien et elle, avait aussi grandi ainsi, non dans la perfection, artificielle des serres, mais dans le sol riche et parfois difficile de la réalité. C'était un amour qui était né au milieu des secrets et de la rédemption, mais qui avait choisi la vérité par-dessus tout. Et tandis que la nuit avançait sur les collines de Provence, tandis que les étoiles brillaient sur le refuge de la liberté, cet amour continuait de croître sauvage et libre, exactement comme il devait l'être.